Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jerry Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une maudite belle semaine. Le podcast de cette semaine est une présentation de mon spectacle. Yes, si vous vous demandez, mais Jerry, c'est quand qu'elle allait sortir ton show que tu avais enregistré au Club Soda? Il me semble que tu avais fait un spectacle qui s'appelait Jerry Alain plus pour longtemps. Ben, il sort là, il est sorti là, ça fait environ une semaine qu'il est sorti. Et il est disponible exclusivement à mes abonnés Patreon. Fait que si tu veux le voir, peu importe le forfait que tu as, si tu es abonné à mon Patreon, tu vas pouvoir l'écouter. Ok? Fait que c'est là que ça se passe. Il est temps là. Allez vous abonner, go! Tu dis, oh, ben je vais attendre qu'il va sortir son spectacle, que ça soit disponible pour tout le monde. Ben j'espère que tu es patient. Parce que il sortira pas avant que je m'aille rembourser la captation, ok? Fait que bref, gros merci à tout le monde qui sont abonnés, gros merci à tous ceux pour les beaux commentaires, les beaux compliments, c'est super apprécié. Vous allez voir, ça a été tout un crise de party. Ça a été un esti de belle soirée. Tous ceux qui étaient là vont pouvoir vous le confirmer. Fait que si vous voulez voir le spectacle, vous pouvez vous abonner au patreon.com/whatsappodcast. Fait qui qu'en soit cette semaine, c'est nul autre, mon invité, c'est l'historien marin. Et oui, je me suis pas trompé dans le nom. C'est vraiment un historien marin. Peut-être vous l'avez vu sur Historia ou dans ses documentaires, à la télé ou dans des chroniques qu'il fait. Et j'ai nommé Samuel Côté. Fait qu'un énorme merci à Samuel Côté d'être venu sur le podcast. Un esti de bon gars, il connaît son affaire. Si vous aimez les podcasts que j'ai fait avec Christian Page, c'est un peu dans le même style. Tu sais, Christian Page, c'est plus le paranormal. Ben, Samuel Côté, c'est vraiment un historien des fonds marins. Et en plus, qu'est-ce qui est vraiment le fun avec ça, c'est qu'il y a une belle branche sur l'histoire du Québec, hein, parce qu'on en revient beaucoup au Saint-Laurent, le fleuve Saint-Laurent, on en revient beaucoup à le projet N, hein, la Deuxième Guerre mondiale. Bref, ça a vraiment été un esti de beau podcast. J'ai beaucoup aimé. On en apprend aussi un peu plus sur lui, hein, direct en rentrée de jeu. On en apprend sur lui. Puis c'est ça, si vous voulez voir ses documentaires, il y en a un, c'est sur l'Empress. Il en parle, l'Empress of Highland. Tu sais, dans le fond, un des plus beaux joyaux du monde, c'est un épave qui est dans le fleuve Saint-Laurent, même à ses yeux, à Samuel, c'est même plus beau que le Titanic, tu sais, fait que, bref, il parle de ça, il parle aussi de son deuxième documentaire qu'il a fait sur ça, et il est en train d'en enregistrer un troisième, fait que si vous aimez le podcast, je vous encourage tout le monde à aller à vous abonner à sa page Facebook, il est quand même très actif. Puis il va pouvoir répondre à toutes vos questions, puis vous allez pouvoir encore plus triper. Fait que bref, juste avant de vous faire écouter le podcast encore une fois, si vous voulez m'encourager, vous aimez le podcast, je vous encourage à vous abonner à mon Patreon. Hein, c'est bien important tout le monde, si vous voulez que je puisse continuer, qu'est-ce que je fais, bien important. Allez vous abonner au patreon.com/whatsappodcast. Vous allez pouvoir voir tous les podcasts d'avance et en plus, vous allez être exclusif pour pouvoir voir mon spectacle Jerry Alain plus pour longtemps. Et en plus, je vais mettre bientôt mon premier spectacle One Man Show 60 minutes que j'avais enregistré en 2018. Je vais bien vite le mettre là-dessus. Et ou sinon, ouais, c'est ça, si vous voulez m'encourager, mais vous pouvez pas le faire de façon financière, vous pouvez toujours le faire juste quand vous écoutez les pubs sur YouTube, hein, ne cliquez pas sur passer les annonces, comme ça vous allez pouvoir m'aider. Moi, ça va me faire, je vais avoir un plus gros pourcentage avec mon partenariat de publicité que j'ai avec YouTube. Ou sinon, encore une fois, j'encourage tout le monde, abonnez-vous à ma page Facebook, ma page Instagram, hein, cliquez sur le petit thumbs up sur ma chaîne YouTube, cliquez sur s'abonner, cliquez sur la petite cloche, laissez des petits commentaires positifs. En ce moment, c'est vraiment dur sur les algorithmes, que ça soit peu importe Instagram, Facebook, YouTube, c'est vraiment tough les algorithmes, fait que c'est vraiment apprécié si vous laissez, si vous likez. Comme ça, je vais plus réapparaître dans votre fil d'actualité, tout le monde. Fait que je vous encourage pas mal à faire ça. Ou sinon, un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine.
Alex Lavoie, Monsieur Camaron, Méo pis son gros pieux vistique et Pierre-Luc Lavoie. Un gros merci à mon team WhatsApp, tout le monde. Et merci à tout le monde qui m'écoute, merci à tout le monde qui like, qui partage, c'est super apprécié. Sinon, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Je vous souhaite un excellent podcast. Ciao! Ben, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir mon nouvel invité, Samuel Côté. Ça va bien, mon gars? Ça va super bien. Je suis tellement content de t'avoir, man. Pour le monde qui te connaisse pas, t'es un historien marin, conférencier, auteur, recherchiste aussi, puis t'as animé l'émission Chasseur d'épaves de les 3 saisons à Historia. T'as même fait des documentaires, même justement... T'es à Montréal pour me voir un nouveau documentaire que t'es en train de sortir, qui va sortir dans pas long, je pense. Ouais, ben c'est samedi que ça en vient. OK. C'est une épave aux 1000 trésors. C'est la suite de mon premier documentaire sur l'épave de l'Empress of Island, qui est une des plus prestigieuses épaves au monde. On est chanceux, là, dans notre cours au Québec. C'est une épave qui a été pillée pendant de nombreuses années, jusqu'en 1999, parce que là, on a protégé l'épave. Mais c'est vraiment une histoire incroyable qui se cache derrière ce paquebot luxueux, là. Hey, c'est tellement cool, là. Moi, tu sais, tu m'as envoyé des liens, là, tu sais, pour écouter l'émission, puis, tu sais, moi, j'ai pas le câble, ben BS, là, mon affaire. Mais tu m'as montré ça, puis tabarnak que je tripais, là, ouais? Tu sais, le petit cœur... de petits gars, esti, enfants aventuriers, là, Chris qui revient. Les images sont tellement belles en plus, là. Autant le documentaire que t'as réalisé que l'émission, là, tu sais, même moi, tu sais, un moment donné, j'aimerais ça me diriger, peut-être faire plus des vlogs, puis tu sais, découvrir des affaires comme genre, entre autres, la grosse île, tu sais, on s'en reparlera tout à l'heure, là, tu sais, mais je trouvais ça tellement beau, là, tu sais, fait que... Ben, je travaille avec Urbania, tu sais, ça fait longtemps que je travaille avec Urbania c'est ça, Montréal. C'est Urbania qui est derrière ça? Ben oui, la série Sombre secret du Saint-Laurent et Chasseur d'épaves, c'est eux autres. Okay. Fait que, tu sais, je suis en bonne main, là. C'est-tu eux autres qui t'ont approché? Ouais, ou... en 2012. OK. Premier contact s'est fait avec eux autres. Ils me voyaient un peu dans les médias, tout ça. Tu sais, moi, j'étais à Rimouski. À cause de tes livres? Ou, À cause de mes livres, mais tu sais, je découvrais des épaves, j'en localisais. Puis là, maintenant, ils ont vu ça aller. Puis des chasseurs d'épaves, il y en a très peu au Québec. Là. Je suis probablement le seul. Là. Fait qu'eux autres, ils ont dit, on veut l'avoir. C'est soit ça ou les chasseurs de fantômes. Ouais, c'est un peu ça. Fait que finalement, ben, ils ont dit, on veut t'avoir. Fait qu'on a développé une belle relation. Puis on a tourné 3 saisons. T'as déjà vu South Park quand il parle des chasseurs de fantômes? C'est bon. C'est comme genre, il rentre d'une maison pis c'est comme « Oh, je commence à sentir un courant d'air chaud dans mes pantalons! » C'est lui qui se pisse dessus. En tout cas, je pense qu'on dévie du sujet. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est eux autres qui t'ont approché. Ouais. Puis t'étais-tu réticent d'aller à la télé? Parce que je sais qu'avant, durant ton parcours, avant que t'en fasses, tu faisais déjà des petites chroniques ici et là. Puis, Ben non, moi c'était un rêve. Là. Ouais, c'est un rêve. Tu sais, moi j'ai grandi en bordure du fleuve à Grand Métis, là, près des Jardins de Métis, pour ceux qui connaissent l'endroit. C'était à peu près une demi-heure de Rimouski. On a un chalet familial là-bas. Moi, c'est de même que ma passion pour l'histoire maritime et les épaves a commencé. Puis eux autres, quand ils m'ont approché, j'ai dit oui tout de suite, parce que ça a toujours été dans ma tête ça, de partager ma passion avec les gens. Mm-hmm. Parce qu'on oublie trop souvent qu'une grande partie de notre histoire, ben, elle repose au fond de l'eau et a été construite grâce à cette voie navigable-là. Parce qu'avant les gros camions qu'on voit sur les autoroutes, ben, notre autoroute, c'était le Saint-Laurent. Mm-hmm. Beaucoup d'immigrants qui sont arrivés via l'eau. On transportait beaucoup de marchandises. Encore aujourd'hui, on le voit dans le port de Montréal. Il y a des conteneurs remplis d'autos, de marchandises diverses, mais ça arrive par l'eau. Fait que moi, c'est un peu ça. J'ai voulu raconter l'histoire derrière ces humains-là qui ont construit à leur façon notre pays. Fait que c'est comme ça que ça a parti. Puis on a fait 3 belles saisons. Ouais. On s'est promené à travers le Québec. Hey, puis il y en a là, des affaires, tu sais, c'est ça, c'est les secrets du Saint-Laurent, mais est-ce qu'il y en a des histoires, tu sais, autant de la Deuxième Guerre mondiale, autant des histoires de gros paquebots, est-ce qui ont pogné en feu, Ben oui. Tu sais, ou qui ont explosé aux collisions, ou tout ça. Puis c'est cool parce que on dirait que
je sais pas, on dirait qu'on est comme détaché de ça, vu que c'est comme, c'est le vieux temps, ou, je sais pas, on est tellement, tu sais, je sais pas, on dirait qu'on est détaché de ça. Mais t'as raison. Mais moi, je me rends compte avec les années que les gens ont soif de savoir ça, parce qu'à l'école, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? C'est pas ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est toujours les mêmes grandes lignes, là. Samuel de Champlain, qui a découvert l'Amérique. Tu sais, j'ai étudié en histoire à l'université, puis c'est les mêmes grandes lignes. Moi, j'avais envie d'aller plus creux un peu. Puis là, tu me parles des sous-marins allemands. Je veux dire, il y a eu une incursion en 1942. Les sous-marins allemands ont coulé 16 navires dans le Saint-Laurent. Quand même, c'est important, là. C'est 16 bateaux qui venaient d'un peu partout dans le monde. Puis moi, c'est grâce à ça que j'ai commencé à m'intéresser aux épaves. Quand j'ai découvert qu'il y avait un bateau, le Carolus, qui avait été coulé par un sous-marin allemand en face du chalet familial. Là, moi, ma curiosité a décuplé. C'est devenu ta quête, là. C'était hallucinant, là. Tu découvres que c'était Frodon, là, avec son anneau, là. Oui, mais tu sais, j'étais un intellectuel, mais en même temps... tu sais, plus jeune, je jouais de la musique, j'étais un drummer, j'ai des tatous. Moi, je rêvais d'être une star sur des scènes internationales. Je me voyais. Ah, ok, Oh, oui, mais j'étais un drummer, tu sais, puis j'ai tout le temps aimé ça, la musique. Mais tu sais, je me suis rendu compte que tu comptes pas ta vie avec ça non plus, la musique. À moins vraiment d'avoir de la chance d'être super talentueux. J'ai décroché au secondaire. J'étais pas quelqu'un qui était fait pour les bancs d'école. Fait qu'autour de moi, là, il se disait, qu'est-ce qu'il va faire dans la vie, ce gars-là? Ah ouais, t'as décroché au secondaire? Clairement. Yes, sir, team décrochage, tabarnak! On peut réussir dans la vie. Tu sais, c'est la preuve. On l'a. On l'a aujourd'hui, on se parle, puis je pense qu'on réussit dans nos domaines respectifs. Moi, j'arrête pas de me vanter que j'ai pas de secondaire. Mais toi, par exemple, t'as des diplômes, là. Ouais. Moi, j'arrête pas de me vanter, puis je suis fier de réussir. Secondaire. Il faut être fier. Ouais, mais c'est pas une bonne valeur à dire. Je dirais pas ça à mon enfant. Non, c'est sûr. Ben, je sais pas. Moi, je donne des conférences, j'encourage pas les jeunes. À chaque fois, je dis ça fait partie de mon parcours. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que peut-être que j'ai traversé des épreuves, tu sais. Je les encourage pas à décrocher. Au contraire, je leur dis, allez à l'école, mais trouvez-vous une belle passion, par contre, que vous allez pouvoir pratiquer en dehors des cours. Puis peut-être que cette passion-là va devenir un métier un jour. Moi, c'est ça qui est arrivé. C'est une passion qui est devenue un métier. Aujourd'hui, j'en vis, là. Ouais. Oui, je fais de la télé, mais je veux dire, je vends des livres, je donne des conférences. Mais c'est un travail de longue haleine parce que je suis un travailleur autonome. C'est comme toi, là. Puis moi, je veux revenir au décrochage. Pourquoi que t'as voulu décrocher, tu sais? Est-ce que c'était par manque d'intérêt à ce moment-là, tu sais? Parce que moi, des fois, j'aurais tellement aimé ça avoir ce genre de curiosité-là que j'ai aujourd'hui, que j'avais pas nécessairement quand j'étais jeune. J'étais comme, man, moi, je veux être le prochain 50 Cent puis vendre du crack, là, tu sais? Puis là, en tout cas, fait que, heureusement, j'ai pas réussi, là. Mais, tu sais... J'aurais aimé ça avoir ça là, tu sais, mais... Moi, je pense que c'est un manque de maturité. Il y en a que peut-être plus jeunes, ils sont déjà matures. Ouais. Super intelligents, super allumés. Moi, j'avais juste la musique en tête. Ah, c'est ça. Toi, moi, c'était vraiment ça, tu sais. 50 Cent? Non. Moi, j'étais un drummer plus style punk rock. OK. Ça s'appelle du NoFX, en tout cas, Lagwagon, peu importe. Mais moi, j'étais plus dans ce style-là. Mais tu sais, j'avais pas d'intérêt... Je me disais, qu'est-ce que ça va me servir, le mathématique, puis je veux dire, le français me sert aujourd'hui, mais je n'étais pas nécessairement très bon à l'époque. Mais je pense qu'il y en a qui maturent plus tard. Moi, je pense que c'est ça. Puis aussi le fait que j'ai trouvé une passion, puis j'ai voulu me dédier corps et âme. J'ai eu des parents qui m'ont encouragé là-dedans. Tu sais, c'est pas, j'ai pas fait un coming out, là. Je suis pas sorti du garde-robe, je vais être chasseur d'épave. Ça s'est fait progressivement. Puis ça a marché, mais... Bon, ça y est, il est viré fou. Ouais, mais on va appeler l'asile. Il y a sûrement du monde autour, mais je le sais, puis je l'ai entendu, qui disait, qu'est-ce qu'il va faire? Tu sais, il va faire quoi? Il va frapper un mur, là. Puis tu sais, c'est arrivé des fois, c'est normal, là, je veux dire... Pour vivre de ça aujourd'hui, j'ai travaillé fort, puis ça va bien, là, je gagne bien ma vie, puis tout ça. Mais à un certain moment, c'était pas nécessairement facile. Fait qu'il y en a qui doutaient, tu sais, pas en ta pension, mais à savoir, est-ce qu'il va pouvoir en vivre? Où c'est que ça va le mener? Ben, va-tu finir sur le BS? Ouais, c'est ça. Non, mais oui, je l'ai entendu de proche. Il y a des membres de la famille, puis même, tu sais, là, aujourd'hui, ils ont compris le principe. Ils ont vu que ça va bien. Est-ce qu'il faut pas que tu pognes ça personnel, hein? Tellement pas. Parce que moi, quand j'ai commencé en humour, là, pour ceux qui écoutent, qui me connaissent pas, tu sais, moi, je suis humoriste, puis moi, j'ai commencé par l'humour,
Puis, tu sais, genre, je faisais des petits spectacles ici et là. J'avais un petit succès peut-être dans mon petit coin. Mais quand j'ai décidé de partir puis de m'en aller à Montréal, il y en a bien qui faisaient « Mais voyons, qu'est-ce qu'il va faire là? » Il dit « Man, il va avoir un échec, là, tu sais. Il va échouer. » Puis il croyait pas, riait de moi dans mon dos. Ouais. Puis même mon frère, il a fait exprès de pas m'en parler parce qu'il voulait pas que ça me démoralise. Mais c'était du monde quand même proche, là, tu sais. Puis là, aujourd'hui, tu sais, il me demande des billets pour venir me voir en show gratis. Fait que vous allez payer, tabarnak! Non. Fait que, mais tu sais, c'est un peu normal de penser ça. Tu sais, quand quelqu'un, il est juste tellement passionné, ça se peut qu'il y en a alentour qui comprendront pas. Là, non, tu sais, je suis pas autiste non plus, là, parce que souvent, tu sais, les autistes sont passionnés par un sujet, puis ils connaissent ça, là. Mais moi, ce que j'ai voulu, c'est de devenir vulgarisateur en même temps, de rendre ce sujet-là, qui est quand même technique, pointu, le plus, je dirais, facile à comprendre. Je pense que je l'ai réussi parce que là, il y a de plus en plus de gens qui me suivent. Puis je suis là pour rester aussi. J'ai fait comprendre aux gens que, tu sais, j'étais pas un feu de paille. Parce que souvent, à la télé, des fois, t'en vois qui rentrent, puis ça sort. Puis... Fait que ça, c'est pour ça que j'ai développé des projets que j'ai présentés moi-même au diffuseur, sans passer par le producteur. Okay. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir des séries comme Les Sombres Secrets du Saint-Laurent. Au départ, Urbania avait refusé le projet. Moi, j'ai dit, je les bypass, puis je le présente dans Historia, parce que j'avais une belle relation avec eux autres, puis ils ont accepté. Ouais. Ouais, puis Urbania, après ça, on est revenu, c'est sûr, parce que je voulais travailler avec eux autres, parce qu'ils sont hyper talentueux. Ben oui. Ben, t'aurais pu prendre ça comme non, fuck you, man, t'as dit non, vous allez manger de la dèche. C'est sûr, mais je me suis dit non, ils travaillent tellement bien. Je me suis dit, mais c'est sûr que faut être très très créatif. Là, faut, je pense, peut-être 2-3 ans à l'avance. Là, parce qu'il n'y a pas de manuel d'instruction. Là. T'arrives, tu commences, tu fais quoi? J'avais pas de mentor à mes débuts. Là, tu te dis, OK, par où je commence? C'est comme, comment je fais pour identifier et localiser une épave? En plus, je plonge pas. Je sais que la question va venir. Ouais. Mais je peux te répondre tout de suite si tu veux. On va y revenir tout à l'heure. On va attendre. Fait que, tu sais, c'était pas un long fleuve tranquille, mais ça reste que ça fait partie de mon cheminement. Est-ce que je le changerais? Je pense pas. Moi, je me dis que j'étais fait pour être ça. Comme d'autres sont faits pour être humoristes, musiciens. Il faut des tempéraments aussi pour... ça a l'air facile là, d'être un artiste puis de voyager à travers le monde. C'est pas si simple que ça. Là. Ben, c'est ça. Ça, c'est le côté qui est mis qu'on voit d'avant-plan, mais tout le derrière, tout l'acharnement, tout le travail, toutes les années à pas être payé. Tu fais ça bénévolement vous autres, parce que t'aimes au début, ça. là, ce que vous faites, là. C'est 25$ le show de ratage. Ben, c'est fou, là. C'est ça. Moi, j'ai calculé ma première puis ma deuxième année parce que j'avais pas fait d'impôt ma première année. Fait que je l'ai calculé en même temps. Puis j'ai rapporté 1000, je pense que c'est 1100$ dans 2 ans de calculable, là, tu sais. OK. Fait que, tu sais, on s'entend, la troisième année, c'est un peu plus, genre 1002. Mais non, mais tiens, pour dire à quel point que t'en arraches, là, puis que tu t'essayes de te débrouiller, mais t'as confiance en toi. Puis c'est ça, toi, qu'est-ce qui te faisait en sorte que tu te disais, non, ça va marcher. Je vais l'avoir. Je vais réussir, tu sais. J'imagine te dire des petites tapes dans le dos, des petits succès qui ont monté, qui ont grossi. C'est sûr, c'est de temps en temps des petites participations, exemple à l'émission Découverte. Quand j'étais jeune, je rêvais de ça. Bon, d'entendre Charles Dussert qui nomme mon nom, c'est un exemple. T'sais. C'est fantastique. c'est quand même cool. Fait que c'est fascinant. Oh, vraiment. Fait que j'ai reçu plein de petits trucs, plein de petites tapes comme ça dans le dos. Donner des conférences tranquillement, tu sais. Puis mon cachet au départ, tu sais, bon, je chargeais combien me donner une conférence. T'sais. Au début aussi, t'es comme mal à l'aise, t'as comme pas de barème. Puis là, à un moment donné, avec le temps, ben là, OK, là, t'es plus gêné, là, tu sais. Tu te gênes pas, puis tu te demandes le cachet que tu veux. Puis s'ils veulent t'avoir, ils vont t'avoir. Puis sinon, ben, tout bad, là. Il y a ce côté-là. Parce qu'il y a le côté tout administratif, tu sais, j'ai pas d'agent, j'ai pas de secrétaire, fait que je dois tout gérer, là. Tu sais, ça a l'air de rien, mais je reçois quand même pas mal de demandes ou, tu sais, des contrats, peu importe. Fait qu'il y a aussi ce côté-là que j'ai dû développer. Marketing, oui, aussi, faut que tu te vendes. À mes débuts, là, c'est comme, j'avais pas de cheveux gris, là, je commence à en avoir un peu, mais va voir un journaliste, va voir un historien, puis essaie de vendre ta salade. Tu sais, il me regardait de haut, là. C'est sûr, là. Il dit, qu'est-ce qu'il va faire? Fait qu'avec le temps aussi, j'ai dû... genre pour les avoir comme collaborateurs sur tes émissions. Genre. Aussi, ou
pour avoir de l'information. Ouais, Tu sais, c'est les ça. autres, mettons, moi, je cherche une information sur un bateau en particulier. Ben, je sais que telle personne pour avoir cette information-là. Je lui envoie un message. Tu sais, là, j'essaie de dire, je suis qui? Tu sais, au départ, ils veulent savoir, présente-toi. Ben ouais, pour voir si t'es crédible ou Ben, non. c'est ça. Parce que les autres, s'ils partagent l'info puis c'est mal utilisé après ça, mal cité, ben, ça paraît pas bien. C'est ça. Fait que c'est un peu ça aussi au départ, c'est qu'il a fallu que je fasse mon chemin à travers toutes ces personnes-là qui gravitaient depuis longtemps dans le domaine maritime. Mhm. Puis après ça, ben là, il a fallu que je forme une équipe de plongeurs qui m'accompagne à Rimouski en premier lieu. Puis après ça, ben, j'ai pas lâché parce que j'y croyais. Je savais le potentiel que le Saint-Laurent avait à m'offrir. Tu sais, je réponds à ta question peut-être 2 minutes plus tard, là. Mais c'est correct. Mais c'est exactement ça. C'est que je me suis dit, hey, tabarouette, c'est fou ce qu'il y a dans le fond de l'eau, là. Il y a des centaines et des centaines d'épaves qui n'ont pas été localisées encore. Puis il y en a des belles. Fait que je me suis dit, OK, faut que je trouve un moyen de les mettre en valeur. Puis là, la télé est arrivée. Et ça a commencé. Et depuis ce temps-là, ça n'a pas vraiment arrêté. Ah, c'est très nice, man. Puis comment t'as commencé? J'ai lu sur Wikipédia que c'était une histoire de flèche quand t'étais jeune. T'avais trouvé une flèche. Fait que t'as été en amour avec l'histoire en premier. Oui. Puis après ça, c'est venu avec ton frère qui plonge. C'est Exactement. ça? Fait que tu veux raconter l'histoire Exactement. de la flèche. À l'âge de 6 ans, comme les jeunes de mon âge, je creuse dans le sable. Puis je trouve, moi je pense que c'est une roche parce que je collectionne les roches. Fait que j'arrive chez nous, je prends. Mais là, t'avais pas dit que t'étais pas autiste, c'est-tu? Non. Je suis un collectionneur de roches, de coquillages. Fait que là, je prends un crayon cire bleu. Ah ouais, on laisse aller mon talent d'artiste. Puis après ça, je range ça dans un tiroir avec les autres roches. Mais des années plus tard, il va y avoir des fouilles archéologiques dans mon village natal à Presse. Petit village d'à peu près 2000 personnes. Puis là, je vais voir l'archéologue qui est en charge des travaux. J'y montre ça. Il fait tabarouette. T'as trouvé une pointe en coche latérale de 2500 ans avant aujourd'hui. Ah Je dis, ouais. voyons donc. Puis là, plus je la regardais, je voyais bien que c'était une flèche. Depuis ce temps-là, j'en ai vu plusieurs qui ressemblent étrangement à ça. C'est fait en quartz de Rama. Ça se trouvait au Labrador. Fait que probablement qu'il y a eu un troc. Parce que nous autres, moi, j'étais dans le Métis, là, dans le coin de. Il y a sûrement eu un troc, quelque chose comme ça, pour que cette pierre-là se retrouve là, parce que on la trouvait pas dans notre coin de pays, là. Fait que ça m'a probablement initié à l'histoire, mais sans le savoir. C'est le destin à 6 ans, je veux dire. Plus tard, je me suis intéressé à l'archéologie, la paléontologie. Mais je savais très bien qu'il fallait avoir de bonnes notes là, pour capable de poursuivre là-dedans. Fait que ça a passé. Puis après ça, oui, mon frère Michel pratiquait la plongée sous-marine. Moi, j'avais 15 ans, puis je l'accompagnais sur le fleuve en Zodiac. On partait des journées. Puis, je veux dire, je n'ai vécu là, des expériences où tu as 10-15 pieds de vagues, puis que tu dis, oh, pas là, tu dis, OK, on est petit là, sur ce fleuve-là. Ah ouais. Parce que, tu sais, Montréal, on regarde le fleuve, c'est pas très large, mais nous autres, je veux dire, tombe pas parce que tu pourras pas nager jusqu'au bord, là, tu sais, c'est vaste. C'est tellement beau, votre petit coin. Ah, là. mais hein. T'es-tu venu souvent à Rimouski? Ouais, quand même, j'ai fait Ouais. bien des shows, là, Ouais. soit à Petite Grenouille ou à Taverne 666. Ouais. Ou, Bien le mal, peut-être. Il organisait des petits shows ouais. d'humour, à un moment donné, là. Ouais, ça se peut aussi, Ouais, hein. tu sais. J'en ai viré une coupe de Ouais. brosse là, dans votre coin. La là, taverne, puis c'est cool, là. J'ai tout le temps trouvé ça calissement beau. Ben, c'est parce man. qu'on a le fleuve. Nous autres, on a le fleuve. Ah, Puis ouais. 5 minutes à. Ou 5 minutes. la marche. La promenade, La genre. promenade, ouais, c'est Ah ça. oui, puis là. 5 minutes C'est-tu que c'est beau. d'inter, t'as la forêt. Mhm. Fait que quelqu'un qui aime pêcher, il s'en va là. Puis quelqu'un qui veut passer du temps sur le bord de l'eau, ben, on a accès facilement. Fait que c'est pour ça que moi, le fleuve, c'est comme devenu un ami, un voisin, mon gagne-pain, un terrain de jeu, tu sais, parce qu'en bout de ligne, il est là. Fait qu'il faut en profiter. Fait que là, ton frère, les vagues de... Ouais, c'est ça. Je l'accompagnais sur des plongées. À un moment donné, il a vécu des expériences assez troublantes. Puis je me suis dit, moi, jamais que je veux vivre ce que lui a vécu. Il est parti dans le courant. Puis j'ai vu comme des craintes une crainte dans ses yeux Ouais. à travers son masque de plongée. Parce que les courants sont fucking forts, là. Ah, il y a des endroits dans le Saint-Laurent. C'est sûr que Québec, c'est reconnu. C'est comme moi, j'appelle ça, c'est une rivière. Là. C'est tellement pas large que le courant il est très, très fort. Dans Charlevoix, il est au coude. À ce coin-là, on a fait des plongées. C'était très, très dangereux. Puis dans le coin de Rimouski, ben, si tu choisis pas la bonne fenêtre de plongée qui est assez courte, là, ça, c'est le moment à l'étal qu'on appelle quand la marée elle devient neutre entre la marée haute et la marée basse. C'est là qu'il faut plonger le plus possible. Mais si tu passes à côté de ça, c'est là que c'est dangereux. Fait qu'il y en a qui ont vécu des expériences troublantes. Il y a plusieurs qui sont décédés, même des plongeurs sur différentes plongées.
Fait que moi, je me suis dit, OK, c'est pas pour moi. Fait que c'est pour ça que tu plonges pas? Oui, je suis pas un super nageur non plus. Même si je connais des plongeurs qui savent pas nager. Parce que c'est deux choses, là. Là, t'as des palmes, c'est différent, là. T'es équipé en plongeur, t'es capable de te débrouiller. Mais c'est quoi? C'est comme dans l'eau, c'est correct, mais en haut... Et ouais. Mais non, mais ils flottent avec leur costume. OK. Mais quand même, moi, je trouve ça... J'ai toujours posé des questions, comment tu fais? Tu sais, je me dis, hey, t'arrives un pépin, je sais pas, là. Tu vas couler, il va se passer de quoi, là? Il fait crétin, ça. Mais c'est... Il n'y en a pas seulement un, il y en a plusieurs. Ah ouais? Ouais, qui savent pas nager. Non, mais qui plongent. Qui plongent. Oui, parce qu'ils sont équipés pour le faire, pour la flottabilité, pis tout ça, mais... Fait que, quand même, hein? Ah, ben, je pense qu'on peut arrêter le podcast, là. C'est parfait de même. On a tout ce qu'il nous faut. Non. Fait que ça, puis aussi, tu dépends, tu sais, de quelque chose de mécanique dans le fond de l'eau. C'est que s'il y a un bris quelconque, technique... Ouais, c'est ça. Là, mon homme, là, c'est... Tu vas chercher... Tu paniques, là. Tu vas vouloir monter en haut. Puis là, à cause de la pression, tu peux pas... Ben, ça dépend de la profondeur. Ouais, si, exemple, t'étais sur l'Empress, on va donner cet exemple-là, à 120 pieds de profondeur, puis t'as fait 20 minutes de plongée, tu peux pas remonter, là, on appelle ça dans le bleu, là, sans se préoccuper des paliers de décompression. Là, il va t'arriver un accident de décompression. Ah, ça, c'est... Le palier de décompression, en fait, là, c'est que faut que tu montes sous la corde, puis à certains paliers, tu restes là peut-être 5 minutes. Le plus haut, c'est 10 minutes. Oui, c'est ça. Tu peux pas monter à pleine vitesse à la surface parce que là, tu vas avoir un accident. Ouais. Fait qu'il est là le risque aussi. Fait que, en plus, je suis claustrophobe. Fait que, mélangeant tout ça, j'ai fait non, ok, c'est pas pour moi. J'ai une relation amoureuse avec le fleuve parce que j'ai tellement lu d'histoires qui ont mal fini que ça me tente pas de vivre ça non plus. Ah ouais. Fait que c'est un mélange de tout ça qui fait que je plonge pas. Voilà. Mais tu dois quand même avoir peur quand t'es sur le bateau, là. T'as-tu un peu... Y a-tu une petite crainte ou t'es quand même correct? J'ai des petits papillons. Ouais. À chaque fois. Tu sais, parce que c'est simple, une vague, puis là, tu te trébuches, puis tu tombes, puis... Mais faut avoir l'équipement de flottaison nécessaire. Là, t'as juste le nageur qui sait pas nager. Le plongeur qui sait pas nager, qui est... M'en viens t'aider, là! 2 morts au lieu d'un. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr. Sauf que je me dis tout le temps, tu sais, premièrement, la sécurité, c'est comme la base sur l'eau. Là. Tu sais jamais ce qui peut t'arriver. C'est pas ton élément. Oh man, je me saoulerais pas, en tout cas, sur celle-là, cette séance-là. Non, il faut pas. Puis, tu sais, t'as des équipements de flottaison qui existent, qui sont super performants. C'est ce que j'ai. Tu sais, moi, j'ai un Mustang, je m'équipe avec ça. Tu sais, je suis en sécurité. Puis quand on tourne aussi, on est quand même prudent. Là. On veut pas qu'un accident arrive. Là. Le but, c'est pas de perdre quelqu'un en plongée. Là, parce que c'est déjà arrivé, des accidents de plongée. Fait qu'on est conscient de ça aussi. Ouais. Fait que toutes ces raisons-là expliquent pourquoi je plonge pas. Mais je plonge dans les archives. Moi, je fais tout le travail en amont. Là. C'est ça. Tu sais, si je fais un ratio, exemple, pour un dossier, moi, je peux faire 50 heures de recherche pendant que le plongeur, lui, va faire 20 minutes, 30 minutes de plongée. Pour le même dossier, je vais lui demander de valider des trucs. Tu sais, je minimise pas le rapport, au contraire. Non. Sauf que les gens, faut qu'ils comprennent que moi, c'est ma job. Ces plongeurs-là, là, pour la plupart, ils ont d'autres métiers. Là. C'est soit, moi, j'en avais un dans mon équipe, c'est un docteur, l'autre, c'est un gardien de prison. Puis l'autre, c'est un archéologue. Fait que, tu sais, ils ont tous leur métier. Là. Parce que j'ai vu des questions, là, justement. Les gens posaient, tu sais, les gens auraient aimé peut-être revoir mon équipe initiale, mais en même temps, tu sais, là, ils sont dispersés à travers le Québec. Puis aussi, les diffuseurs, ils veulent pas toujours voir les mêmes visages. Moi, ils m'ont fait confiance, mais là, tu sais, en même temps, fait que c'est pour ça, il y a un peu ça aussi. Puis toi, t'es à la merci d'eux autres. Là. Oui. C'est ça. Totalement. Mais c'est ça, comme tu dis, ton travail comme leur travail est aussi nécessaire, parce qu'un peut pas fonctionner sans l'autre. Là. Non. Même si aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent d'identifier les épaves sans se mouiller, parce qu'il existe des sondeurs multifaisceaux. Ouais. Ça, c'est vraiment comme... Comme qu'on voit dans le documentaire. Exactement. C'est comme si tu fais une échographie des fonds marins. C'est la même chose. L'échographie d'une femme, tu vois ce qui se passe dans sa bedaine, mais c'est la même chose avec l'eau. Tu vois ce qu'il y a au fond de l'eau. Ouais. Fait que si tu découvres une forme particulière, tu vois ses dimensions et tout ça, t'es capable d'associer ça à un naufrage. Gars, une fille. Le pénis! La plupart du temps, c'est une épave. Là. Une épave avec un pénis! Possible. Non, mais c'est tellement intéressant, man. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, tu sais, j'aurais tellement ça avoir comme le pouvoir de lever l'eau puis pouvoir marcher, tu sais.
sais, un genre un peu comme Moïse, là, tu sais, quand il sépare les... Mais tu sais, marcher dedans puis voir qu'est-ce qu'il y a dedans, là, tu sais, puis de... Parce que, tu sais, c'est ça, vu que t'es dans l'eau, ben, tu peux pas vraiment rentrer d'une épave. Parce C'est dangereux. Ben ouais, si ton stock reste pris, là, oublie ça. Là, Ben, c'est arrivé, là. C'est ça. On en parlera tantôt parce que je pense que ça va conscientiser les gens aussi, là. Mais oui, j'ai déjà rêvé, moi aussi, à un assèchement complet. Mais en même temps, le challenge, pour moi, il va être beaucoup moins intéressant parce que là, on va voir tout ce qu'il y a au fond de l'eau. Fait que moi, il y a le côté mystérieux aussi. Tu sais, à l'adolescence, j'écoutais des documentaires à Discovery. Puis ça m'a beaucoup stimulé aussi, là, tu sais, le mystère, tout ce qui est lugubre autour d'une épave. Tu sais, c'est jamais une super visibilité, là, la plupart du temps. Là. Fait que tu vois quelques parcelles de l'épave ici et là pour que tu devines c'est quoi. Puis tu sais, il y a des ossements des fois là, dans les épaves. Les plongeurs, eux autres, ils arrivent, il y a à peu près 2 pieds de visibilité, puis ils tombent là-dessus. Là. C'est hallucinant. Là. C'est percutant. Ils se voient, eux autres, à travers le crâne. Là. Ils font un voyage dans le temps. Là. Ben ouais. Quand tu connais l'histoire en plus du bateau, là, là tu regardes ça, tu fais OK, ça pourrait être moi. Fait que tu sais, il y a tout ce côté-là aussi. Fait que avec les nouvelles technologies, j'ai identifié des épaves sans que les plongeurs se rendent au fond de l'eau. Des fois, ils sont allés pour valider. Mais ça, c'est à force de faire des recherches. Là. Je veux dire, t'associes pas un bateau à une épave aussi facilement que ça. Tu fais des recoupements de données. Fait que moi, j'ai des contacts à travers le monde. J'ai développé ça avec le temps. Puis maintenant, ben c'est ça paye, ça fonctionne bien. Puis les gens sont au rendez-vous. Là. Moi, j'aimerais ça qu'on parle de ton premier documentaire, qui c'est ça, le Empress of Ireland. Là. Puis, tu veux-tu expliquer un peu c'est quoi cette histoire-là de cette épave-là? Oui, certain. C'est un peu genre notre Titanic. Là, c'est notre Titanic. Ouais, c'est Puis ça. même que, tu sais, moi, je considère que son histoire est beaucoup plus intéressante. Le Titanic, il a coulé à son premier voyage. On l'a surnommé l'insubmersible. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a comme un gros aura. Il y a le film, évidemment, qui a comme... construit sa légende. Puis il y avait Jack. Il y avait Jack et Rose. La porte. Le cœur de l'océan, mais qui n'existe pas. moi j'ai brisé le rêve de ma blonde à un moment donné. J'ai dit, ben non, ça n'a jamais existé, ça. Quoi? Elle capote. Ben c'est sûr. Mais tu sais, mais il y en a plusieurs. Là, je pense qu'aujourd'hui, on va briser des cœurs. Peut-être. C'est vraiment notre Titanic. Puis en plus de ça, ce qui est cool avec l'Empress, c'est que de 1906 à 14, il a transporté des centaines de milliers d'immigrants au Canada. Fait qu'il a permis de peupler notre territoire. Fait que c'était un vétéran. Il avait traversé l'Atlantique. C'était un des plus beaux bateaux qui naviguait sur le Saint-Laurent à cette époque-là. C'était un crise de gros paquebot. C'est 570 pieds de long, t'as 2 cheminées. C'est un beau bateau luxueux. Il est parti le 28 mai 1914 de Québec avec 1477 personnes à bord. Il se dirige vers Liverpool. Puis au large de Sainte-Luce, il y a un charbonnier, le Storstad, un bateau norvégien, qui va le percuter sur son flanc droit. Puis il va ouvrir une brèche énorme. T'sais, il l'a ouvert comme une canne de conserve parce que l'Empress avançait encore. Donc quand il l'a frappé, il l'a ouvert. Et là... C'est pour qu'est-ce qui a fait ça? Ils le savent-tu? C'est une confusion entre les équipages. Il n'y a jamais eu vraiment... On a essayé d'accuser un puis l'autre. Là, parce que là, imagine, là, t'as 1012 victimes sur les épaules. Mais ouais. Fait que là, qui t'accuse? Ils ont essayé, mais tu sais, c'est un accident, comme il y a des accidents de la route. À un moment donné, oui, tu cherches les coupables, des fois tu le sais, des fois tu le sais pas, tu sais, parce qu'il y a eu des enquêtes. Mais l'eau s'est engouffrée à une vitesse effarante dans l'épave. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que les lumières, rapidement, se sont éteintes. Il a gîté côté tribord, ce qui avait été frappé. Plusieurs chaloupes de sauvetage étaient inutilisables parce que celles du côté tribord, on pouvait pas s'en servir. Ils sont encore attachés. Ils sont encore attachés, fait qu'oublie ça. Puis bâbord, ils ont réussi à en sortir 5-6. Puis là, t'avais 1477 personnes. Là, moi, je pense à ceux de 3e classe qui sont dans le fin fond du bateau, qui sont désorientés. Les escaliers sont plus du même Ils viennent sens. de se réveiller. Ils viennent de se réveiller parce que c'était en pleine nuit. Il y en a encore qui étaient dans leur chemise de nuit. C'est sûr. Ils étaient dans leur chemise de nuit. C'est ça. Puis l'impact, moi, je pense que ça a fait aussi les cordes de porte, probablement, là, qu'ils n'ont pas été en mesure de sortir de leur chambre parce que ça a plié. Fait que plusieurs sont morts noyés dans leur cabine. Ceux qui ont réussi à se frayer un chemin puis aller plus haut, là, il y en a qui ont été projetés à l'eau. Fait que sur 1477 personnes à bord, 1012 ont péri. Tabarnak. C'est beaucoup en 14 minutes, là. Tu sais, le Titanic a sombré après
plus de 2h30. Mhm. Puis là, l'Empress, 1012 ou 1477 personnes, quand tu fais le ratio de personnes à bord versus les décès, le pourcentage est un petit peu plus élevé sur l'Empress que sur le Titanic. Fait que tu sais, c'est quand même un drame d'envergure. Puis là, la ville de Rimouski, elle est mise sur la map, là, parce que tout le monde a les yeux rivés sur Rimouski, parce que Rimouski, c'est la plus grosse ville. Puis c'est la plus proche de... C'est la plus proche. On apporte les cadavres là. On a, tu sais, un petit hangar à charbon qu'on, de façon permanente, on dit, OK, ben on va empiler les cadavres là, on va essayer de les identifier, ils sont numérotés. La famille des victimes. Les familles des victimes là. arrivent là, se prennent des chambres d'hôtel, mais à cette époque-là, hey, tu restes là pendant une semaine ou deux, là, t'es en 1914, c'est pas des gens qui sont très très riches, là. Fait que là, le monde attend, on essaie d'identifier les corps, il y en a plusieurs qui ne seront jamais identifiés. Puis les scaphandriers de 1914, ils ont été engagés, eux autres, pour, oui, trouver des cadavres, mais aussi pour remonter Des lingots. lingots d'argent, ouais. sacs postaux, coffres-forts. Fait que dans mon premier documentaire, à la conquête de l'Empress of Ireland, je couvre la période de 1914 à 1964. 1964, c'est l'année de la découverte de l'épave. T'as un groupe de Montréal puis de Gatineau, des jeunes plongeurs dans la force de l'âge qui se décident, eux autres. On se lance à l'aventure, on s'en va à Rimouski. Ils arrivent à Rimouski, ils sont pas équipés. Ils ont un bateau qui est pas adéquat pour aller sur le fleuve, ils s'en rendent bien compte, ils font des tests. Fait que là, ils vont rencontrer, c'est une chance unique, là, ils vont rencontrer un riche homme d'affaires rimousquois, Aubert Briand. Lui, il dit, je vous fournis le bateau, l'équipage, l'équipement. Parce que lui, c'est un rêve de retrouver l'Empress. Je vous fournis ça, allez-y. Puis en une semaine, ils ont fait des rencontres importantes quand même, en une semaine, ils ont trouvé l'Empress. Et ils ont identifié l'une des plus précieuses épaves au monde. Ah, ils ont même ramené une cloche. Ils ont ramené une cloche. Ils ont donné un musée. Exactement, exactement. Puis moi, j'ai la chance. J'ai un des découvreurs qui est un ami, Claude Villeneuve, il a 84 ans aujourd'hui. Il est vieux, là. Ouais, on le voit dans le documentaire. Il avait peut-être mi-vingtaine à l'époque. Ouais. Puis, tu sais, au fil des ans, il m'a donné plein de trucs. Là. Pas nécessairement des pièces de l'épave, mais des pièces d'équipement qui se sont servies. La carte marine de 1964. C'est toutes des legs, moi, qui me font plaisir parce que je me dis, tu sais, je vais pouvoir perpétuer justement ce qu'ils ont réalisé à l'époque. Parce que c'est vraiment des pionniers de la plongée au Québec. Là. Les autres, ils plongeaient, là, puis quand ils remontaient à la surface, c'était pas rare qu'ils avaient les lèvres bleues. Là. Dans le documentaire, il dit, là, tu sais. Qu'il avait les doigts. Il fumait sa cigarette, il mettait sa cigarette sur le bout du doigt, puis il sentait rien. Ah, il était tout gelé. Fait que c'est des conditions assez extrêmes, mais ils ont réussi, ils l'ont fait. Fait que ça, c'était mon premier documentaire. Le prochain qui s'en vient, je couvre la période de 1965 à 99, où ce que là, il y a eu un pillage de masse, vraiment des hublots, des bouteilles de champagne, des pièces de vaisselle, des cloches, encre, énormément de pièces qui ont été prélevées, qui ont été exposées, mais qui ont aussi été vendues sur le marché noir. Ah, ouais. Ouais. OK, fait que c'est pour ça. Parce que moi, c'est la première fois que j'entendais ça, le terme pilleur d'épave. Tu sais, je savais pas que c'était même de quoi qui existait. Ouais. Là, tu sais, dans le sens, moi, j'étais comme, ben là, ça, je tout, ça lui ça appartient, tabarnak. Mais le problème avec ça, c'est qu'il y en aura plus un moment donné ou... Ce qui arrive avec l'Empress, c'est qu'il y a eu une absence totale de loi pendant plusieurs années. Tu sais, la compagnie l'a abandonnée. Fait qu'elle appartenait à personne. Fait que c'est sûr que les plongeurs, eux autres, tu te fais dire, hey, une des plus prestigieuses épaves au monde, ici, est accessible, comparativement au Titanic, qui était à 4 km de profondeur. Là, t'as accès, là. Fait que tu peux y aller. Fait que c'est pour ça que les plongeurs, eux autres, étaient intéressés, puis ils ont tout fait pour récupérer des objets. Il y en a qui ont eu la bienveillance et la gentillesse de prêter ou donner des objets à des musées comme celui de Pointe-au-Père. Il y en a d'autres. Exemple, je pense à des Ontariens, des Américains qui venaient sur le site de l'épave pour la piller, mais c'était pas uniquement pour leur collection personnelle. Parce qu'en Ontario, les épaves sont protégées. OK? Fait qu'eux autres, ils venaient au Québec, ils venaient prélever des artefacts sur notre épave. Puis tu sais, aujourd'hui, le marché pour les pièces de l'Empress, il est assez spectaculaire. Ah ouais? C'est hallucinant. Peux-tu donner des exemples? Je vais donner un exemple. Un collectionneur qui veut acheter un hublot, par exemple. Tu sais, un hublot, tu as différentes grosseurs. Tu peux en avoir un de première, deuxième, troisième classe. Ça peut être entre 5, 10, 12 000 pour un seul hublot. Une bouteille de bière pleine, une bouteille de champagne pleine, tu vas payer peut-être 500. Il y a vraiment un marché pour ça. Puis la protection, ce que ça a fait en 99, c'est que là, ça a créé une rareté des artefacts. Fait que tout a augmenté. En plus, ouais. 2014, ça a eu le 100e anniversaire. Encore là, il y a un autre bon.
Parce que moi, j'en ai des pièces de l'Empress. J'ai commencé à en collectionner parce que je veux pas qu'ils se retrouvent à l'extérieur du Québec. Parce que souvent, le problème, c'est que c'est des gens en Europe, aux États-Unis, qui vont les acheter. Puis là, on ne les reverra plus parce que chaque objet raconte une histoire. Fait que moi, je commence à en avoir. Mon but, c'est de les exposer, évidemment. Pas de les garder dans mon entrepôt, loin de là. Mais ça reste qu'il y a un marché pour ça. Puis ceux qui ont des pièces, ben, ils en profitent. Ils savent que ça vaut cher, puis ils demandent des prix assez importants. Là. Mais j'ai déjà entendu que le Titanic, tu sais, il est voué à disparaître. Tu sais. Est-ce que c'est la même affaire avec l'Empress? Non, Titanic, c'est une bactérie qui mange comme la structure. L'Empress, c'est sûr que tu sais, ça fait plus de 100 ans qu'il est dans l'eau. C'est ça. Veut pas. C'est sûr que. Il va s'abîmer. C'est sûr qu'il est magané. Ouais. Mais quand même, sa structure, dans son ensemble, tu sais, elle est quand même, je dirais, elle n'est pas intacte, mais elle est dans un morceau. Le gros problème, c'était surtout à l'intérieur. C'est que les plongeurs, à un moment donné, ils rentrent en dedans. Donner un exemple d'un plongeur qui rentre, il s'en va, il voit des beaux robinets. Une baignoire, ramasse les robinets, il ressort, il dit « Je vais revenir, peut-être que la baignoire, je pourrais essayer de la sortir. » Il revient une semaine plus tard, il ne voit plus la baignoire. Il y avait un gros pan de mur qui avait tombé dessus. Puis il aurait pu être là pendant ce temps-là, il serait mort. Ça veut dire que l'intérieur veut pas. Tu sais, c'est plus le paquebot luxueux qu'on s'imaginait à l'époque. Quand tu regardes les photos, là, c'était super beau, les cabines de première classe. C'était un peu comme le Titanic. C'était magnifique. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas ça. Là. Tu sais, c'est très dangereux rentrer à l'intérieur. Là. C'est que tu sais pas t'es où, premièrement. C'est un labyrinthe. Il fait noir, les sédiments. Ah, c'est ça, il fait noir là-dedans. Hein? Puis là, t'es désorienté, t'es sur le côté. Tu peux avoir des fils électriques que tu dois couper. Parce que là, ça peut rester pris dans tes robinets. Les plongeurs, eux autres, surtout quand ils ont commencé à récupérer les hublots, c'est que les hublots, une fois qu'ils avaient fini de frapper avec la masse, ils tombaient à l'intérieur. Mais là, à l'intérieur, il faut aller le chercher. Fait avant d'y aller, il fallait que tu trouves un endroit pour rentrer puis ressortir. Fait qu'il rentrait, ok, c'est beau. Il faisait pour faire une plongée juste pour couper des fils. Il revenait le lendemain, il continuait à couper d'autres fils, il continuait. À un moment donné, il pouvait avoir accès au hublot, puis là, il sortait. Mais ça reste que c'est dangereux d'entrer à l'intérieur. Parce que si tu manques d'air, tu sais pas t'es où. Si je le ferais pas, man. C'est. D'en parler, là, c'est bien quasiment anxieux. Ouais. Puis tu sais, en 2002, il y a le dernier qui est décédé sur l'épave, il est mort à l'intérieur. Ah ouais. Ouais. Fait que lui, il a manqué d'air complètement. Puis comment ils font pour le protéger? C'est qu'il y a du monde qui font des runs pour voir... Tu sais, on dit protéger, mais il n'y a pas de police de la mer. Ouais, c'est ça. C'est que, je pense, c'est une question de conscientisation, mais il y a aussi le fait que on a voulu freiner des entreprises de grande envergure. On doutait que certaines personnes voulaient y aller pour dynamiter peut-être l'épave, récupérer d'hypothétiques barres de nickel. Puis là, on a dit, OK, là, c'est assez. Faut stopper ça. Puis là, c'est une histoire juridique à travers ça. C'est quand même complexe. On s'embarquera pas là-dedans, mais elle est protégée depuis 99. Mais tu sais, mettons, tu descends au fond puis tu trouves un petit objet. Tu sais, je veux dire, tu mets ça dans ta poche, ni vu ni connu. Tu sais, il doit y en avoir qui le font, je le sais pas. Puis moi, j'encourage pas ça parce que... Mais tu peux pas avoir une surveillance accrue sur le site, là. C'est impossible, là. Je veux dire, ça serait ça, mettre la tête dans le sable. Mais c'est la seule au Québec à ce traitement-là. C'est la seule qui est protégée de cette façon-là au Québec. Il y en a d'autres qui ont des sites archéologiques, mais elle, tu sais, elle a vraiment un traitement particulier. OK. Puis, mais à quel point que ces épaves-là, parce que là, tu sais, sont considérées comme au contraire des ben, pas une pièce de collection, mais tu sais, comme un œuvre, là, quasiment. Mais moi, je vois ça un peu comme des déchets, là, dans le sens que ça pollue. Là, peut-être celle-là, peut-être pas celui-là en particulier, mais il y en a d'autres dans ta série, celle que tu m'as envoyée, je sais pas c'est quelle saison, là, mais il y en a que tu t'envoies justement qui se sont échoués, puis là, c'est sa plage, puis là, t'as comme une grosse structure rouillée avec du pétrole ou des traces de pétrole qui en ressortent. Ouais. T'es pas le seul à penser ça. Souvent, il y en a qui vont m'écrire c'est des carcasses, c'est pas intéressant, mais tu vas au-delà de ça parce que l'exemple de l'Empress, c'est que il y a quand même les restes de 600 corps qui sont là, au fond. Fait que c'est un lieu de sépulture, c'est beaucoup, là. Puis peut-être plus avec les plongeurs qui restent pognés. Non, ils sont allés les chercher. Ils sont allés les chercher. Mais oui, ça aurait pu. Fait que c'est beaucoup. Mais il y a certaines épaves, je pense à celle de la Deuxième Guerre mondiale, où eux transportaient beaucoup de mazout.
qu'effectivement... Ah, c'est ça, il pendant qu'il y pollue. avait la guerre. Ben oui, là. il pollue. Là, toi, tu fais référence au Corfu Island, qui était chose de la Madeleine, qui est pas loin, justement, la microbrasserie à l'abri de la tempête, qui c'est vraiment situé à côté. La plage Corfu, qu'on appelle. Ben, lui, là, il laisse échapper, peut-être pas tous les jours, mais des filets d'hydrocarbures. Ça, c'était à l'année comme ça, là. Nous, on est arrivés, je pensais jamais de voir ça. On voit ça. Là. Nous, on a appelé dessus de la garde côtière, mais ils sont venus nettoyer. Ça veut dire que si quelqu'un n'appelle pas tous les jours, ben, il y a des fuites, pis c'est sûr que ça pollue, là. Mais ça, ils ont jamais voulu le... Qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué à enlever? C'est très compliqué parce que là, ce qu'on voit, c'est seulement une partie de l'épave. Ouais, ça, il y en a. C'est vraiment poigné dans le sable. Là. Ils ont fait plein d'études. Pêche océan, ils essayent de trouver un moyen, mais c'est extrêmement complexe pour pas justement créer un autre déversement d'envergure. Parce que là, t'imagines, ils font des travaux. Finalement, ce qu'ils veulent faire, ça va contre eux autres. Tu sais, je connais les responsables là-bas, puis je sais que c'est complexe. Ouais. Ils essayent, ils ont réfléchi à plein de Ils peuvent solutions. pas juste coller plein de TNT dedans pis faire... Je pense qu'il va y avoir des dommages partout, là. Ils vont chercher du métal à l'eau. Mais c'est parce que je sais pas, man, on dirait que... Tu sais, là, tu voyais qu'il y a du monde sur la plage, puis il me semble qu'il y a plein de monde qui pourrait se péter là-dedans. Là, tu sais, Ben, dans le documentaire, il y a un monsieur qui parle du nombre anormal de cancer aux îles de la Madeleine. Ben, c'est ça, 25% plus de cancer. Hey, tu sais, c'est-tu mieux de le laisser de même, puis... Est-ce que c'est ça? Il y en a qui pensent que oui. Il y a eu d'autres déversements qui se sont malheureusement déroulés à plusieurs kilomètres de là, mais finalement, les hydrocarbures se sont échoués là, on l'a vu, tu sais. Ils ont fait un nettoyage, mais je veux dire, ils ont enterré des sacs un peu partout, puis finalement, à chaque tempête qu'ils ont là-bas, les sacs font surface. Fait que c'est encore là, ça. Et puis il y a des milliers de visiteurs qui vont là chaque année. Et l'érosion aussi. Eux autres, des sols. eux autres, sont toujours là-dedans. Là, il faut toujours qu'ils protègent leur rive. Fait que c'est sûr qu'il y a plusieurs épaves qui doivent avoir des fuites, sauf qu'on n'est pas là pour surveiller. Là, à la surface, je pense à la Norvège, eux autres, ils font vraiment attention. Il y a des hélicoptères qui se promènent et qui surveillent à certains endroits s'il y a des fuites d'hydrocarbures. Parce qu'il y a des endroits où il y a beaucoup plus d'épaves de la Deuxième Guerre mondiale. Nous, on a quelques-unes, mais il y a des endroits où c'est des champs. Là. Fait que là, veut pas, ça corrode à un moment donné, puis l'épaisseur de la coque, ben, elle devient de plus en plus mince. Puis s'il y a une fissure, l'hydrocarbure sort, puis là, ça n'arrête pas. Mais ça, tu le sais pas. Fait que nous autres, on vit là-dedans, on se baigne là-dedans, puis on le sait pas, là. Mais oui. Il y a ce côté-là qui est peut-être, avec la série des Sombres Secrets, je me disais, je vais soulever des points, tu sais, que oui, c'est négatif. Mais au moins, ça amène un débat. Ça amène un débat, puis ça fait réfléchir les autorités aussi. C'est la même chose avec les obus, là. Avec des obus, là. Non, c'était la prochaine question. C'est incroyable, ça. Ils ont juste laissé tomber là-dedans par... Ah, carrément. Mais ça, c'était partout dans le monde après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça le problème, c'est que il n'y avait pas d'espace à la terre ferme. Ils ont dit, ben, la meilleure façon, ni vu ni connu, à 1000 pieds de profondeur. Ils ont dit, personne va voir ça. Mais il y a des pêcheurs qui pêchent à ces profondeurs-là. Fait que des pêcheurs, là, nous autres, ils ont remonté à la surface. Moi, j'en ai parlé à un, là. Lui, là, il a sorti l'obus. Il l'a mis sur le dessus de son foyer. Puis de temps en temps, il apprenait, puis il dit qu'il lançait ça comme un ballon de football avec son garçon. Oh non! Quel beau moment qui pourrait très mal finir! Mais ce qu'il savait pas, c'est que l'obus était prêt à exploser. Ben c'est ça, ok, ouais, moi je le savais parce que j'ai vu l'émission, là. Mais oui, c'est ça, il pouvait sauter. Ouais. Ben oui. Puis, ben c'est arrivé. Là, on rit de ça, mais, hey, tu vois, il y a mais c'est 2 arrivé. minutes. Hey, si, c'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé que quelqu'un mette ça dans un feu. Ouais, mais au lac Saint-Pierre, tu sais, c'est reconnu, il y a beaucoup de munitions. Puis il y a un gars qui est mort, puis je veux dire, il y a un autre qui a été comme... Oh non! Bah ouais, c'est... Ah, yeah, on dirait, Chris, on dirait que tu me racontes un film. On dirait que c'est tellement absurde. Mais c'est pas un film. Ouais. C'est la réalité, puis... il y en a plein, ça, il dit qu'il y en a qui conservent ça chez eux. Ben oui. Parce qu'il y en a plein qui ont ramassé ça, Ben qui là, l'ont juste pas déclaré. C'était des trophées pour eux autres. Ben ouais, puis je serais le premier à Ben, crever de ça. C'est sûr. Tu sais, là, les caisses sont flottées. Ben sous, je lancerais ça à mon chum. Hey, Thomas! Ouais, là, tu vas... Pogne le coin de la table. Madame Kim serait pas contente en haut, là. Ça ferait un trou. Ça ferait un trou dans le plafond, mais tu sais, malheureusement, c'est un fait
qui existent, Ah non, qu'il y a man. des munitions beaucoup dans le Saint-Laurent. Oh my God. Tu sais, il y a aussi des avions qui ont lancé des bombes contre des sous-marins. Tu sais, lors d'attaques et de contre-attaques, il y a des pêcheurs qui ont remonté ça. À un moment donné, tu regardes la munition, puis tu te rends compte que, oh, OK, ça a été lancé par un avion. Moi, au début, je me posais la question, pourquoi? Mais là, tu comprends après ça que c'était des avions de notre côté qui attaquaient les sous-marins dans le fleuve. Parce que nous autres, on n'a pas réussi à en couler un. C'est tout le temps la question qui me revient. Là. Est-ce qu'on a réussi à couler un sous-marin allemand? Non. On a failli. Mais, fait que, tu sais, des munitions, il y en a plein. Il y en a aussi dans les épaves. Il y a des épaves, des bateaux qui transportaient des munitions. Qui a été coulé. Là. Fait que, tu sais, il y en a aussi là-dedans. Il y en a, c'était de la pratique, tu Oui, disais. Tu sais, des... exactement. Mais il y en a d'autres que il y avait des munitions parce que c'est un navire de guerre. Puis là, je pense au HMCS Chadabuktu. Ça, c'est un dragueur de mine qui a coulé en 1943 à Saint-Simon, proche de Rimouski. Puis dans les années 60, il y a une gang qui s'en allait là. Puis la dynamite, c'était bien populaire à cette époque-là. Tu peux acheter ça en quincaillerie. Puis autres, ils se disent, on veut récupérer du métal de l'épave. Ils pensent pas que c'est un ancien dragueur de mine qui a des munitions à bord. Installe la dynamite. Ça a tellement sauté que des fenêtres des maisons avoisinantes, des chalets, tout ça, ils ont éclaté. Puis il y a des morceaux de métal qui ont volé dans les airs, qui ont passé au travers des chandails de sauvetage. Ils ont passé un cheveu de la mort. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Ben là, l'armée, Ouais. qui a vu ça, elle Ouais. dit, là, c'est pas vrai, on va le faire un clean. L'épave était où? Était-tu au sol ou dans l'eau. Ça a explosé au point que ça... Hey, mais ça explose, là. Il y en avait beaucoup de munitions, là. Tabarnak! C'est quand même hallucinant, là. Est-ce que c'est redneck, par exemple? Hey, on va aller coller de la dynamite, les gars. Ouais! Aïe, aïe, ça. Ils ont survécu, les gars. Ah ouais. Mais là, l'armée a décidé d'aller là pour faire un clean. Ils ont dit, on va tout faire sauter pour pas que d'autres plongeurs arrivent là puis qu'ils fassent la même chose. Parce qu'il y avait pu mourir toute la gang-là. Là. Puis ça, ils racontent ça tout bonnement. Tu sais, la dynamite, le problème, Tabarnak. c'est que t'avais pas besoin de permis de bout de feu comme aujourd'hui. Tu t'en allais à Quincaillerie, t'achetais la dynamite, c'est la même dynamite, t'allais au fond de l'eau, t'installais ça, t'en remontais à la surface avec ton corps, boum! T'allais chercher ça après. Tu sais, c'est quand même débile, là. Chris, plus t'entends, plus j'ai le goût de déménager à Rimouski. C'est tentant, hein? Ouais. Mais là, ça, c'était les bonnes années, Ouais, j'imagine. non, là. Non, je pense qu'avec le FLQ en 70, non, mais c'est vrai, je pense qu'ils ont stoppé ça, là. Ouais, hein. Aïe, aïe. Fait que, oui, c'est ça. Là, on est rendu, je pense, au sujet de la Deuxième Guerre mondiale, Ouais. c'est ça? Parce que moi, je l'ai appris, dans le fond, avec les capsules de 7 jours sur Terre, Yes. avec que ça devienne crissement big. Il parlait plus du Québec, Ouais. l'histoire du Québec. Puis, c'est là que j'ai appris que finalement, on a tout le temps pensé que la guerre, ça se passait de l'autre continent, mais ça s'est passé dans le Saint-Laurent, puis beaucoup plus qu'on le pense. Ben oui. Tu sais, les Allemands, eux autres, c'est sûr que Pearl Harbor, ça a comme donné un signal à Hitler. Il a dit là, on traverse l'autre bord, on s'en va attaquer les Américains. Parce qu'au départ, tu sais, il avait pas trop osé, mais quand les États-Unis ont rentré dans la guerre, ben là, lui, ça lui a ouvert une porte. Fait que c'est sûr que les sous-marins ils ont attaqué les navires le long de la côte. Puis après ça, ils ont rentré tranquillement dans le Golfe et le fleuve Saint-Laurent. Parce qu'eux autres, ce qu'ils voulaient faire, c'est de couper les vivres au Royaume-Uni. Puis la meilleure façon, c'était à la source. Donc, les grands centres comme Montréal, Québec, peu importe, les navires se chargeaient là. Fait qu'ils attendaient à l'embouchure. Faire échouer les transports. Ben, c'est en plein ça. Fait qu'ils ont réussi. Tu sais, ils ont coulé 16 bateaux. C'est quand même beaucoup. Puis, ben, tu sais. C'est des gros bateaux. Là, ça. Ben oui, c'était tous des navires marchands. Mhm. Fait que je te dirais que ça a fait mal à la Gaspésie beaucoup parce que les Gaspésiens ont été carrément plongés dans la Deuxième Guerre mondiale. Eux autres, ils étaient en état de guerre. Mm. Tu sais, à Québec et à Montréal, tu sais, à Québec et à Ottawa, là, tu sais, si on parle des gouvernements, eux autres, là, à Ottawa, ils vouaient presque, je sais pas comment dire ça, mais les Alliés, pour eux autres, les Alliés, c'était important. Fait qu'ils voulaient pas envoyer de bateaux pour protéger nos convois, nous autres. Tandis qu'au Québec, on voulait protéger notre Québec puis notre fleuve Saint-Laurent. Fait qu'il y a eu comme des divergences entre les deux gouvernements.
Puis ils n'étaient pas conscients de la réalité des Gaspésiens ou ce qu'eux autres, là, ils étaient pris là-dedans, puis ils entendaient les torpillages. Puis ils voyaient arriver les rescapés, puis ils parlaient d'autres langues, puis ils se rendaient compte que c'est bon, que c'est des Hollandais, ça. C'est quoi, ils se faisaient pas supporter, dans le fond, les Gaspésiens par le fédéral? Vraiment pas. Vraiment pas. Oui, il y a eu la construction de Fort Ramsey. C'est une base militaire. Ça a été fait. Mais tu sais, on aurait eu besoin probablement de plus de protection au niveau des convois. Parce que les premiers bateaux qui ont été coulés, là, ils naviguaient sans convoi. Ils sont partis, puis il n'y a personne pour les protéger, ils ont été torpillés. Après ça, on a commencé à établir des convois. Donc, il y avait des navires de guerre, là, on voit ça dans les films, qui protégeaient les navires marchands. Là, ça a réduit quand même la quantité de torpillage, mais ça reste que les Allemands, eux autres, ils étaient rodés. Là. Ça faisait un bout qu'en Atlantique, sur l'Atlantique, ils avaient fait leurs preuves. Ben, c'est ça, puis ils accumulaient de l'information en même temps. C'est clair, ça. Avant qu'ils ont commencé à tirer. Ouais, ils connaissaient quand même assez bien. C'est ça, ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Oh, oui, vraiment. Fait qu'ils sont arrivés ici, puis nous ont malheureusement donné une bonne volée. Faut le dire. Puis on a réagi d'une bonne façon quand même. En 43, il n'y a pas eu de torpillage. En 44, ils sont revenus, ils ont jeté quelques trophées de chasse. Mais c'est vraiment 42 où là, on était en alerte. Justement, je travaille sur un livre là, qui va parler de la bataille du Saint-Laurent. Dans les coulisses de la bataille du Saint-Laurent, justement, je parle de l'aspect politique. J'ai comme voulu en savoir plus. Pourquoi, au Canada, on voulait absolument pas aider justement les Gaspésiens. Puis là, tu comprends à travers les discours, là, que... Les autres, ils étaient juste pas conscients, ils étaient pas sur le terrain. Même s'il y avait des députés en Gaspésie qui étaient au fédéral qui leur disaient « Venez voir ce qui se passe, là. » Il y avait une loi du blackout qu'on appelle, c'est que les gens devaient absolument fermer... quand le soleil se couchait, les rideaux, ils devaient peindre leur phare de voiture aux 2/3. Fallait absolument qu'il n'y ait pas de lampadaire ouvert, peu importe les marquises, les cinémas. Pour pas qu'il y ait de vie, genre. Aussi. Puis là, les Allemands, eux autres, il n'y avait pas de repère, ils ne savaient pas ce qui était. Mais ça fonctionnait pas vraiment. Les Allemands, ils ont dit que c'était beau à voir finalement, c'est qu'il y en a qui le faisaient pas nécessairement, là. Qui voyaient les lumières, fait qu'ils savaient un peu c'était où. Fait que tu sais, il y a eu des mesures qui ont été prises là, par les autorités, mais est-ce que ça a été trop tard? Peut-être. Mais la Deuxième Guerre nous a touchés. Puis ça, on n'entend pas parler ou on s'est très peu écrit dans les livres d'histoire. Puis pourtant, la guerre s'est transportée ici. Tu sais, c'est un épisode de la Deuxième Guerre mondiale au Québec. On n'avait pas été attaqués depuis longtemps, nous autres là. C'est ça. Puis nous autres, on pensait que ça s'est juste passé à Outre-mer. Non. Pas en tout. Non. Puis c'est quoi les U-boats? C'est quoi ça? C'est des sous-marins. Ok, c'était les... U, c'est pour underwater boat. C'est vraiment sous-marin. Les sous-marins allemands qui, eux, avaient quand même, tu sais, ils étaient capables de se rendre jusqu'au Saguenay. Il y avait une bonne capacité, une bonne autonomie. Fait que tu sais, ils partaient de leur base, eux autres. Là, Chris, c'est loin. Hey, c'est loin. Ils rentraient. Je vois ta table, là. On dirait que c'est le fleuve, là. Donc, depuis tantôt, je regarde ça, là. Puis tu sais, ils arrivaient, eux autres, ils rentraient, puis ils pouvaient se rendre au Saguenay. Facilement. Fait que, tu sais, il y avait. Puis les rumeurs qui ont sorti, là, qu'à un moment donné, ils s'avaient rendu jusqu'à Québec, là. Ça, c'était pas vrai. Je pense pas qu'il aurait passé des endroits aussi étroits que, tu sais, passer Rimouski, ça commence à devenir de plus en plus étroit. Puis, tu sais, il y avait quand même une surveillance aérienne accrue à un moment donné, parce que là, on se disait, faut les attaquer, faut les trouver, faut... Parce qu'eux autres, ils attaquaient sournoisement, là. Ils sont cachés sous l'eau, OK? Puis, entre eux autres, il y a eu un duo redoutable, là, je pense, au U-517 et U-165, eux autres, là, ils travaillaient en équipe. Fait que le U-165 pouvait en couler 2. Il avertissait le U-517. Il dit le convoi va continuer dans ta direction. Lui, il en coulait 3. Fait qu'il y a eu un duo redoutable sur le Saint-Laurent là, en 1942. Ouais. Hey, c'est quand même fou, ça s'est passé ici. Ça. Puis ça a l'air que c'était pas juste ici, mais aussi en Arctique. Y a-tu une bataille en Arctique ou... Je pense que c'est plus une base qui a comme été créée. C'était une base météo. Il y avait débarqué là, mais il n'y a pas eu de combat là-bas. OK. C'est vraiment ici que ça s'est passé. Les Allemands ont quand même débarqué des espions, dont un en Gaspésie. Oui, c'est vrai. Moi, en 1943, Janowski, ils l'ont débarqué là, à New Carlisle. Lui, il a débarqué. Il est allé prendre une chambre d'hôtel. Puis, tu sais, il empestait l'huile. Ça faisait des semaines qu'il était dans un sous-marin. Les autres, là, le commis, je pense avec sa mère, peu importe, il y a quelque chose de pas normal. Il avait payé aussi avec de l'argent canadien qu'on n'utilisait plus.
Oh, ouais. Ah non. La vieille argent. Il y avait plein de trucs qui faisaient que ce gars-là, il est pas clean, là. Ouais. Ils ont averti les polices, puis je me trompe pas, ils l'ont intercepté pendant qu'il était dans le train. Puis il a été arrêté. Mais il aurait pu se fondre dans la population. Mais là, il y avait. Ils l'ont débarqué à New Carlisle parce que justement, c'était peut-être plus isolé. Là. Puis il se rendait en ville, lui, là. Fait que c'est quand même hallucinant tout ce qui s'est passé. Ça, c'est celui qu'on sait. Il y en a plein qu'on sait pas. Oui, il y en a d'autres un peu plus connus, mais il y en a peut-être que. Qu'on n'a aucune idée. On n'a aucune idée. Oui, il y a des documents d'archives qui existent. Moi, j'ai eu accès à plusieurs documents allemands. Mais est-ce qu'ils ont tout noté? Peut-être pas, justement. Ouais. Puis qu'est-ce qui s'est gardé, qu'est-ce qui s'est perdu là-dedans? Ça, on ne sait pas. Puis là, ça me fait penser, dans le fond, à ton épisode de Capo-Noli, là, où hey, ça, c'était bon, en tout cas, à écouter. Là, c'est triste pour eux autres, là, mais tu veux-tu raconter? Ben, moi, c'est mon épisode préféré, mais ça se passe aussi dans mon coin. 10 juin 1940, t'as l'Italie qui déclare la guerre aux Alliés. Puis là, le problème, c'est que, oui, tu sais, t'as des Italo-Canadiens qui vivent ici à Montréal, par exemple. On les arrête. Sur l'eau, il y a plein de bateaux italiens, des navires marchands qui se retrouvent emprisonnés, on va dire, parce que là, même si c'est un navire marchand, il n'y a aucun lien avec la guerre, mais il faut les arrêter. Fait qu'il y a des sabordages de masse. Il y a des bateaux qui mettent. Il y a des capitaines qui mettent le feu à leur bateau. Il y en a qui vont réussir à atteindre des ports neutres. D'autres vont être interceptés. Même si la bataille n'est pas pognée sur le bateau, ils font juste. On crisse le feu, il faut qu'on arrête les Italiens. Oui, puis on veut pas. Ben, c'est eux autres même qui ont dit on saborde notre propre navire. On veut pas qu'ils le prennent, tu sais. Fait que là, on est au large du Bic. Il y a le Capo-Noli qui s'approche. Puis là, il y a un pilote du Saint-Laurent qu'on appelle, qui est un Québécois, qui doit amener le Capo-Noli jusqu'à Pointe-au-Père. Puis là, à un moment donné, l'équipage du Capo-Noli, ils mettent le feu au Capo-Noli pour l'échouer. Ils ont averti le pilote. Ils ont dit on va faire ça dans les règles de l'art, mais on veut l'échouer. On veut mettre le feu dedans. Ils l'ont échoué. Mais pendant ce temps-là, il y avait un navire canadien, le HMCS Brador. C'est un navire militaire qui est arrivé sur les lieux. Puis ils ont intercepté les Italiens. Ils ont éteint le feu. Puis là, ils ont emmené les Italiens à Rimouski dans un groupe dans l'ancienne prison qui a passé au feu en 1950. Et dans le documentaire, on le voit dans l'arsenal. Fait qu'ils ils ont mis là pendant une couple d'heures. Ils les ont arrêtés puis il n'y avait même pas de gun dans leur bag. Ça, c'est hallucinant. Fait que s'ils auraient tiré, ça n'aurait absolument rien donné. Mais moi, je pense que les Italiens se sont rendus compte de ça. Selon les témoignages qu'on a, là, en tout cas, ils sont souriants, puis je pense que de toute façon, eux autres, ils se disaient on va retourner chez nous, là. Mais ils savaient pas ce qui s'en venait pour eux autres, là. Du tout, là. Parce que les autres sont pas canadiens, c'est juste des marchands. C'est des marins italiens. C'est ça, qui fait de la marchandise. Transport du blé, par exemple. C'est ça. Ils ont même pas d'armes à bord. Puis là, finalement, ils sont transportés à Québec. Puis à Québec, ben, ils vont passer un peu de temps à Citadelle. Peut-être à Montréal aussi, on pense qu'ils. Puis après ça, là, ils vont être emprisonnés à Petawawa, en Ontario, avant de finir au Nouveau-Brunswick. Mais là, moi, je te fais ça vite, là. Mais c'est de 1940 à 1945. Fait qu'ils vont passer le reste de la Deuxième Guerre mondiale dans des camps d'internement au Canada. Fait qu'ils sont considérés comme des criminels. Puis pourtant, c'est loin d'être ça, là. C'était des marins italiens qui gagnaient leur vie, qui sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Puis, ils vont souffrir de ça. C'est sûr, il y en a que là-dedans, ils ont sûrement fait des dépressions parce qu'ils étaient loin de chez eux. Puis souvent, t'es la seule personne qui peut rapporter des sous à ta famille là, à cette époque-là. Là. Fait qu'ils vont finir ici au Canada. 45, ils ont été déportés. Mais, selon des correspondances, on sait qu'il y en a plusieurs qui l'ont trouvé vraiment difficile. Ben ouais. Vraiment. Leur seule faute, c'est d'avoir été italien. Uniquement. Puis d'avoir été là la journée qu'ils ont déclaré la guerre. Parce que, ceux qui ils ont atteint les ports neutres, s'en ont sorti, eux autres. Puis l'histoire du Capo-Noli est quand même intéressante parce que il a été renfloué, on l'a réparé, tout ça, puis il a été nommé Bic Island. En hommage à l'endroit où il avait été intercepté, l'île du Bic. Puis il va être torpillé. Il est devenu un navire canadien, autrement dit. Puis il va être torpillé en 1942. Toutes les personnes à bord vont mourir dans l'Atlantique. Mais ça reste que ça, c'est une histoire qui a marqué la région.
Mais je te dirais, moi, le sujet qui m'a le plus fasciné, qui me fascine encore le plus, si tu l'as vu, c'est la tuerie de masse qu'il y a eu à bord d'un bateau qui était ancré à Québec. Ouais. En 1921. Le massacre de Masquinongé. Ouais, là. ça... Ah ouais. Hey, moi, là, en passant, là, de la série que tu m'as envoyée, là, je l'ai fini en une soirée. C'est vrai? Ah ouais, moi, je tripais bien raide. Ouais? Là. J'étais comme en tabarnak. C'est plate, ma blonde n'est pas là pour voir ça. Too bad pour elle. Hey, man, c'était vraiment bon, man. Mais ouais, c'est ça, tu peux le raconter. Ça m'a tout le temps fasciné, cette histoire-là, parce que ça commence avec une collision. T'as le Masquinongé qui victime qui entre en collision avec un autre navire, que le Canadian Recruit, en face de Saint-Jean-Port-Joli. Canadian Recruit va sombrer partiellement. Le Masquinongé, lui, continue sa route vers Québec, parce qu'il faut qu'il subisse des petites réparations, mais aussi parce qu'il y a une enquête en lien avec la collision. Fait qu'il reste là. Mais là, en pleine nuit, à un moment donné, il y a des signaux de détresse qui sont visibles de la rive. Puis là, le monde se demande qu'est-ce qui se passe. La police se rend à bord, puis découvre que, tabarouette, t'as quatre personnes décédées, puis il y a un autre qui est mal en point qui va finir par mourir. Puis là, t'essaies de savoir qui a tué, parce que là, t'as 5 marins du même navire, des Chinois, puis là, tu sais pas qui a tué. Fait que là, ils vont finir par accuser un marin chinois, Chu Tong. Puis pourquoi c'est arrivé? On se pose bien des questions au départ, parce qu'ils n'ont jamais trouvé le revolver. Mm-hmm. Il n'y a pas de preuves matérielles. Tu sais, t'as pas de cartouche, t'as pas d'empreinte, t'as rien. Pourquoi on accuse lui, tu sais? Mm-hmm. Puis il y avait aussi du trafic d'opium dans cette époque-là. Il y avait de l'opium, ça jouait au jeu, la boisson. Lui, il était souvent mêlé à eux autres, tu sais. Il était 42 à bord. T'en avais 29 qui étaient des Chinois, mais c'était le seul qui parlait pas. Il y avait le mandarin puis le cantonais. Mm-hmm. Puis c'était le seul qui était comme exclu des discussions parce qu'il parlait pas le même dialecte. C'est comme s'il a été pris à partie. Je me demande même si c'est pas un complot, tu sais, qui ont... Puis y avait-tu juste un gun aussi? Il y en avait peut-être 2, tu sais. En tout cas, il y a plusieurs questions qui demeurent en suspens. Ça reste que lui, il est supposé être pendu en décembre 21. C'est arrivé au mois d'octobre. 2 mois plus tard, on va le pendre. T'sais. C'est lui, là, c'est sûr. Là. C'est comme la vie en tunnel. T'sais. Les polices parlent souvent de ça, les enquêteurs. T'sais. Ils ont quelqu'un dans la main et ils le lâchent pas. Mm-hmm. Moi, je pense que c'était ça. C'était lui. T'avais personne pour l'aider vraiment. Pendant l'enquête, comment on appelle ça? Donc, l'interprète. Ouais. Pas qualifié pour l'aider du tout. Fait que là, OK, on veut le pendre. Là, ils se rendent compte que, OK, peut-être que c'est pas lui. On commu sa peine finalement en emprisonnement à vie à Saint-Vincent-de-Paul. Grâce au prêtre. Yes, Péloquin. Lui, une chance qu'il est là parce qu'il va le rencontrer, puis il voit bien que c'est un gars, crème, il a l'air super clean, puis il jase avec, puis il se rend bien compte que non, là, je pense que c'est pas lui. Parce que lui, il était capable de parler la langue, vu qu'il avait déjà vécu là. C'était en plein ça. Fait que finalement, ça va bien se passer. Mais à un moment donné, Chu Tong, on apprend qu'il essaie de se suicider pas une fois, mais 2 fois. Dans sa cellule, il va envaler des aiguilles, puis il va mettre le feu à son lit. Là, pourquoi? Tu sais, c'est-tu parce que il est tellement innocent en dedans de lui que là, il est comme plus capable. Il se dit, ou il est coupable, mais on va finir finalement par le déporter dans son pays d'origine. Probablement parce que les autorités avaient fait une faute, puis ils se sont rendus compte que c'était pas lui. Mm-hmm. Puis on le déportait. Il a pas continué sa peine là-bas. Là. Il a continué sa vie avec sa famille. Fait que l'histoire de Chu Tong est hallucinante. Là. Mm-hmm. Mais c'est pas le seul... Ça, c'est le crime le plus grave qui s'est produit dans le port de Québec, mais il y en a eu d'autres. Là. Mais en plus, tu disais dans l'émission, ça, on pouvait entendre qu'il y en a qui disaient que il y avait comme il manquait tellement de marins qu'il y avait du kidnapping de marins. Du racolage, oui, il kidnappait. Là, oui. Hey, c'est fou, ça, pareil. Genre, si t'étais quelqu'un à problème, ben, genre, il te tuait pis il te collait ça dans le bateau. Ah, c'est hallucinant. Puis là, tu deviens un marin pis t'es obligé de suivre. Hey, c'est pas fait pour tout le monde, en plus. C'est épouvantable, ça, là. Ben, tu sais, pis aussi, quand t'es en mer, là, premièrement, ça, c'était des jeunes hommes dans la force de l'âge. Il y a des tensions qui, c'est sûr, qu'à un moment donné, qui augmentent dans le bateau, là. Tu sais, mettons, c'est ça, l'historien, il disait... mettons, il demande du tabac, puis il se fait refuser du tabac, là.
Mais qu'est-ce que ça fait, je sais pas, moi, 30 jours, t'es dans la mer, là, puis là, t'as envie de fumer, là, puis là, si tu te le fais refuser, ben c'est sûr que ça crée des tensions. Ah ouais. Puis là, t'as aucun moyen de fuir en mer, là. Mais non. Fait que qu'est-ce qui arrive? C'est que t'attends d'arriver à quai, sortir du bateau, souvent ils allaient dessus dans les tavernes de Québec, ils buvaient, puis là, ils réglaient leurs problèmes. Puis là, ils se battaient. Ça se battait entre même équipage, mais aussi entre deux équipages. Ça arrivait. Mais il y en a qui ont été poignardés, il y en a qui ont assommé avec une brique. Ça brassait, là. Ouais. Ça C'est de brassait. là, je pense, que ça vient les histoires des marins, là. C'est super caricaturé, là, mais... Hey, tabarnak, moi, là, ces histoires-là, puis c'est ça, c'est comme même, ben, pas la mafia, mais comme les gangs étaient un peu mêlés à ça, parce que, tu sais, eux autres, ils vont t'en trouver du monde, Ouais. là, tu sais. Ouais, on parle même que les policiers, à un moment donné, étaient impliqués là-dedans, les Ah, tenanciers ouais. de bar. Ben, il fallait de la main-d'œuvre. Tu sais, il en manquait. Fait que c'est pour ça que souvent, sur un bateau, t'avais des gens qui parlaient différentes langues. Fait que ça aussi, c'est un problème, parce que, mettons, comme l'historien disait, il trouve ça drôle, l'autre trouvera pas ça drôle. Là, tu l'interprètes comment il rit de moi. Ouais. Là, la bagarre est là. Bon, là, t'es séparé, mais là, t'attends, là, t'arrives au bar. Tu sais, c'était quand même... Ça devait être très difficile, les conditions dans ces bateaux-là à l'époque, parce que tu travaillais de longues heures, tout le temps en promiscuité, là. T'es tout le temps avec les mêmes gars, dans des petites chambres. Puis, tu sais, la tuerie de masse, c'est produit, là, dans une chambre, là, tu sais, là où les meurtriers sont acharnés, en plus, ils ont tiré des balles, tu sais, dans le visage. Et, c'était quand même assez... Ouais, fait qu'ils voulaient le tuer. Ouais. Tu sais, je pense qu'il y avait un compte à régler. Ouais, il y avait plus que pas donné de tabac, là. Je pense que c'était plus loin que ça. Trop pris d'opium ou... Ah, Mais c'est ouais. quand même... Tu regardes ça, hein, c'est quand même hallucinant de voir tout ce qui s'est passé... sur et dans le Saint-Laurent, tu sais, puis c'est méconnu. Fait qu'avec cette série-là, c'est la série qui me ressemble le plus, c'est ma série préférée parce que on allait dans des zones qui étaient méconnues, mais aussi le fait que je pouvais faire des enquêtes. Tu sais, souvent, je me vois comme un enquêteur. Tu sais, Ouais, c'est ça. je peux pas dire que j'élucide des crimes, mais T'as une ligne directrice. oui, tu sais. la méthodologie ressemble un peu à un enquêteur. Tu sais, t'essaies d'arriver à l'objectif qui est de localiser, de trouver des épaves ou répondre à des questionnements que les gens peuvent Puis avoir. raconter l'histoire, tu sais. Tout à fait. Tu sais, puis combien de fois que, bon, on a trouvé des bateaux qui ont appartenu, exemple, aux frères ou au père de quelqu'un, puis on trouve l'épave, c'est son tombeau. La personne est super contente. Là, elle me remercie parce que elle est émue, parce que là, enfin, ils peuvent, on va Faire un dire, deuil. ouais, parce qu'ils ont beaucoup de difficultés à... Tu sais, je dis tout le temps que c'est impossible de faire un deuil devant un cercueil vide, là. Tu sais, t'essaies, mais tu trouves pas le corps. Puis souvent, les corps sont emprisonnés dans les épaves. On les trouve pas. Des fois, on peut les trouver 2 semaines, 7 mois, 9 mois plus tard. Fait que c'est quand même hallucinant, là. Ah ouais. C'est quoi celui que t'aimerais le plus chercher? Tu sais, un épave, tu sais, toute épave confondue, toute place confondue, c'est quel que t'aimerais? Tu sais, je suis tellement attaché à mon Québec, là. Puis la réponse va être plate parce que je l'ai trouvé, mon épave. C'est le Sea of Québec. C'est un bateau à roue à eau qui a participé à la guerre de sécession aux États-Unis, qui a coulé en 1870 au large de l'île Verte. C'est vraiment c'est une épave de classe mondiale, tout comme l'Empress. De par son histoire, mais de par aussi ses attributs, les roues à eau sont toujours là, c'est magnifique. L'épave est vierge. Quand on est allé, là, on était les premiers à y aller depuis... on était les premiers humains à voir ce bateau-là depuis 1870. Tout est là, la vaisselle. Ça, c'est cool. Ah ouais. Ça, c'est cool parce que là, tu peux t'imaginer la vie à bord, là. Tu sais, des objets du quotidien, des petites bouteilles de parfum, quand tu sais très bien que c'était les femmes qui étaient à l'avant. Là, tu vois des pièces de vaisselle. Fait que ça, c'est vraiment une magnifique épave. J'aime beaucoup, c'est ça, le Québec. Le je sors un petit peu à travers le Canada, mais je veux dire, je le fais parce que c'est de la télé, mais on a trop d'épaves encore à localiser. Ah ouais. Ouais. Je sais qu'il y a un gars qui disait, justement, je pense que c'était un gars de la garde côtière qui disait que genre environ 1500 épaves potentiellement dangereuses. Il y en a plusieurs. Saint-Laurent. Il y en a plusieurs dangereux, c'est sûr. Ouais. Ouais. Puis il y en a d'autres, c'est des lieux de sépulture. Tu sais, chaque épave mérite un traitement particulier parce que à chaque fois on arrive, on ne sait pas est-ce qu'on va avoir des victimes ou non. Des fois, tu le sais parce que tu as fait des recherches, mais tu sais, il y a quand même tout ce côté-là aussi qui est assez humain, là.
C'est lequel qui t'a le plus marqué dans tous les ceux que Le Briar Miss, petit bateau de pêche qui a sombré en 1998 au large du Bic. 5 victimes, 2 qui ont été retrouvés le lendemain. Un qui avait, un des 2 gars, il avait les mains gelées, mais il avait un fusil de détresse dans sa main, avec une bouée de sauvetage. L'autre, il avait mis son costume d'immersion à moitié, il n'avait pas réussi. Puis il y avait un petit chien aussi à bord, c'est une mascotte, ils l'ont trouvé gelé sur le bord de la rive. Puis les 3 autres corps, sont à l'intérieur. Puis avec le temps, j'ai réussi à créer de beaux liens avec les familles des disparus. Puis on a fait un épisode là-dessus. Ils m'ont fait confiance, m'ont partagé beaucoup d'informations. Puis ça me touche encore aujourd'hui parce que chaque année, j'y pense de toute façon. Là. Fin novembre 1998, ils sont disparus. Puis on les oublie pas parce qu'on sait à peu près où sont les corps dans le bateau. C'est un petit bateau. Ah, puis ils peuvent pas aller je les sors chercher. Ils ont trouvé l'épave 4 ans plus tard. Mm-hmm. Mais ils l'ont cherché au départ. Probablement que s'ils auraient trouvé l'épave en 98, les corps auraient été remontés. Mais aujourd'hui, les familles des disparus ont dit « OK, c'est leur tombeau à eux autres. » Ah, puis on les laisse. On les laisse là. Il y avait un petit gars de 18 ans, Sébastien Lapointe, je pense que c'était l'un de ses premiers voyages. Le capitaine Bastien Lévesque est là aussi. Fait que tu sais, quand tu sais ça, qu'ils sont là, puis tu vois leur visage, puis tu côtoies les membres de leur famille, c'est quand même assez touchant, là. Fait que ça, c'est le Briar Miss, là, c'est quelque chose. Je vais te poser des questions qui a été posées dans le projet N. Mm-hmm. Tu sais, j'ai vu que tu l'avais liké, là, fait que je suis comme, il doit savoir c'est quoi. Tu sais, parce qu'il y a eu, dans le fond, une énorme grosse production d'Anthrax, là, à ce style-là, durant la... Grosse-île. Ouais, c'est ça, durant la Deuxième Guerre mondiale, là. Ça, c'est aussi méconnu. Il y a un documentaire qui a été fait il y a quelques années. Ouais. Puis ça, ça a comme... Ça a soulevé beaucoup de questionnements parce que là, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent là, pour savoir sont où les barils d'anthrax. Parce qu'on pense que on aurait disposé des barils remplis d'anthrax dans le Saint-Laurent autour de Grosse-Île. Hey man, si c'est le cas... Ça ferait des dommages planétaires. Hein. Probablement que... Moi, j'ai de la misère à croire ça, là. Mais j'ai essayé de parler à des gens, on dirait, je sais pas s'il y a un omerta, mais il y a encore trop de questions en suspens pour dire, OK, on pense que ça serait là, parce qu'il y a personne qui veut comment parler, mais aussi les témoins de cette époque-là, il y en a presque plus. Mais on a vraiment voulu fabriquer, on a fabriqué de l'anthrax, c'était une guerre bactériologique, on voulait insérer ça dans des bombes en cas d'attaque. On en avait en tabarouette, là. On avait produit un méchant tapon. On sait aussi qu'il y en a qui ont été malades, là, des militaires qui étaient là, parce que ça attaque les poumons, mais aussi des maladies cutanées. Là, fait qu'il y en a qui ont été malades, qui ont été soignés à Québec dans le plus grand secret. C'était pas super étanche. Je relisais par rapport à ça. Ils ouvraient une grande porte, ils produisaient l'anthrax, ça. Il y a des mouches, des fois, qui pouvaient se poser là-dessus. La mouche, elle repartait, elle. C'est ça, elle peut te ramener ça. Puis le problème avec ça, c'est que les mouches vont tout partout. Fait que ça, c'était extrêmement dangereux. Puis les molécules de ça, ma blonde, elle est biologiste, elle sait c'est quoi, là, mais c'est ça le gros problème avec ça, c'est que ça n'a pas besoin de rien pour vivre. Ça peut juste comme rester frigide de même, puis attendre, être dans le vent. Exactement. Puis là, après ça, m'emmener, décide de se développer. Là, pas comme d'autres, là, c'était ça le gros problème. Fait qu'ils voulaient insérer ça dans des bombes, eux autres, puis ils se disaient, si on se fait attaquer, on va avoir ça, tu sais. Parce que ça s'est développé avec des Canadiens et des Américains. À la base, c'était des Américains. Puis, tu sais, Grosse-Île, aussi, avant ça, c'était quand même reconnu pour avoir, tu sais, hébergé, accueilli plusieurs immigrants, parce que c'est une station quarantaine. Ouais, c'est ça. Il y a eu beaucoup de décès à Grosse-Île, que ce soit le choléra ou le typhus. Je veux dire, les Irlandais sont arrivés ici, puis il y en a plusieurs que, je veux dire, ils ont emmené leur maladie ici, puis il y en a plusieurs qui sont enterrés là-bas, justement, parce que c'était à cet endroit-là qui allait les analyser, voir s'ils étaient corrects ou non, puis il y a plusieurs civils, malheureusement, qui sont décédés parce qu'en se rendant à bord, que ce soit des médecins ou des infirmières, ils attrapaient la maladie, fait que là, ça se propageait dans la ville de Québec. Fait que c'est quand même un lieu mythique, que ce soit au 19e siècle ou en 1942, qui a marqué quand même l'histoire maritime du Québec, mais qui est méconnu, tu sais. Mais le projet N, c'est intéressant, mais c'est sûr que j'aimerais savoir un jour si les barils sont au fond d'eau, parce que si c'est le cas,
Oh, je pense que là, le gouvernement fait avec 100 miles parce que si jamais il y a une fuite ou je sais pas combien de temps ça peut rester dans l'eau, je sais pas, je connais pas ça, mais ça fait peur. Là. Ben ouais. Hey, ça, c'est des dommages, c'est ça, planétaires. Ouais. Ah oui. On va être bien loin du COVID. Ouais. Là, on est dead de chez dead. Ouais, ça c'est sûr. Tu sais, il y a des phrases où ce que c'est dit, on en connaît plus sur l'espace que sur les fonds marins. T'es-tu d'accord avec ça, dans le sens que il y a encore des places qu'on n'a pas encore découvertes dans les... Complètement d'accord. Ouais. Juste au Québec. Ah ouais? Ben, c'est sûr, parce qu'on n'a pas tout cartographié. On n'a pas tout cartographié le Saint-Laurent, premièrement. Puis, tu sais, il y a des endroits là, que c'est très, très profond qu'on n'a pas pu visiter avec un robot sous-marin. Fait qu'il y a ça, c'est juste au Québec, là. Là, on s'imagine dans les océans, là, il y a plein d'endroits qui sont inexplorés. Peut-être qu'on n'aura sûrement pas le temps de le faire. Mais en tout cas, il faudrait investir beaucoup, beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui se cache là? On aurait peut-être des surprises. Ben ouais. Des espèces vivantes. Aussi. Ça, Puis eux autres, ils peuvent pas plus monter parce qu'à la pression qu'il y a là, s'ils remontent, ils vont crever. Il y en a qui vivent à de très grandes profondeurs. Puis c'est comme ça qu'on les découvre. En descendant profondément, on découvre des espèces. On fait, oh, ouais, ça existe, ça. Fait que s'il y a plein... Oui, il y a des espèces comme ça. Puis il y a sûrement... Exemple, les épaves qui sont mieux conservées, je sais pas moi, à 1500 pieds de profondeur ou à... Je sais pas, comme le Titanic, là, on sait que c'est une bactérie, mais au niveau de la structure, la pression et tout ça, est-ce que il y a je pense qu'il y a des études qui ont été faites, mais tu sais, de juste ça, d'essayer d'en savoir plus sur la conservation des épaves à ces profondeurs-là, on le sait pas. Tu sais, fait qu'il y a plein de trucs que moi j'aimerais explorer. Tu sais, j'ai un ami qui a un robot sous-marin qui peut aller quand même à très grande profondeur. C'est mon but d'en trouver des nouvelles plus profondes parce qu'il y en a. On sait où ils sont. C'est juste que là, il faut aller les explorer, puis ça, c'est une autre paire de manches, là. Puis à l'extérieur du Québec ou du Canada, y en a-tu que t'aimerais voir? Tu restes pas mal ici, mais y a-tu des histoires qui te parlent? Ben, c'est sûr que oui, j'aimerais... Tu sais, le Titanic, là, je veux dire, ça doit être quand même assez cool d'être au-dessus et de participer à l'expédition, là. Il y a le Lusitania, le Britannique, toutes des épaves de paquebots de ligne du début du 20e siècle. C'est quand même intéressant. C'est des bateaux luxueux qui ont disparu. Plusieurs victimes. C'est sûr que ça serait intéressant. Mais tu sais, je m'intéresse aussi, on n'a pas parlé, mais tu sais, il y a eu quand même de la contrebande sur le Saint-Laurent. Beaucoup de contrebande. Puis ouais? Ben oui! Ouais. On s'en parlait. Amène-les le sujet. Il y avait de l'alcool qui était fabriqué au Québec. Ben ouais, style whisky canadien. Ah, ça, je peux te dire que... Puis j'en connais des... Ben, j'en connais. Je les ai connus à travers mes recherches, mais tu sais, il y avait des bootleggers assez connus. Il y en a un, Alfred Lévesque, là, qui vivait dans le Témiscouata, qui lui avait accès au Québec puis au Maine. Fait que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il vendait de l'alcool, puis ça arrivait de Saint-Pierre-et-Miquelon. Puis ce qui est capoté avec ça, c'est que il arrivait avec l'alcool, puis il y avait des caches sur des îles. L'île Saint-Barnabas en face de Rimouski, l'île du Bic, il y avait des caches. Eux autres, ils mettaient des canisses là. Même une autre gang qui allait chercher ça. Puis là, ils pouvaient transporter l'alcool et la transformer et la vendre un peu partout. Puis sur le Saint-Laurent, ben, il y avait quand même, tu sais, on va dire une police de la mer, tu sais. Puis il y avait la commission des liqueurs à l'époque. C'était avant la commission des liqueurs, mais il y a eu des poursuites sur le Saint-Laurent. Il y a eu des fusillades entre équipage et autorités pour les arrêter parce qu'ils savaient qu'ils transportaient de l'alcool de contrebande. Ouais, puis dans ces années-là, c'était pas tant de... Tu sais, c'est pas super développé, tu sais, c'est bateau contre bateau. Ben non, c'est ça, c'était pas des canons, là, à pu finir, là, c'est comme t'as un fusil, puis t'essaies... Puis tu sais, la contrebande, il y en a eu beaucoup, puis il y avait des caches, il y avait un système vraiment bien établi, là, tu sais, Alfred Lévesque, là, je pense à lui, parce que, je veux dire, il y avait des spotters partout, il y a déjà eu des descentes chez eux, puis il s'arrangeait pour qu'il n'y ait plus rien, là, il se débarrassait de son stock, il lançait ça dans son lac juste en face. Il y avait un chalet là-bas. Puis, je veux dire, c'était quelqu'un, là. C'était un millionnaire de l'époque. Carrément, on est dans les années 30. C'est quand même hallucinant, là, quand tu vois le personnage. Moi, j'ai fait un épisode là, sur lui parce que
Il y a 2 voitures qui ont appartenu, qui sont dans le fond d'un lac, le lac Témiscouata. Puis ces 2 voitures qui ont servi à transport d'alcool de contrebande. Est-ce que c'est cool? Tu pourrais-tu faire une saison complète sur juste ça? Ah, moi, j'aimerais tellement faire un truc en lien avec la contrebande. Là, Ah ouais? parce qu'il y a un potentiel énorme. Ok, que ça soit un roman Ah, ou ça pourrait... de cul. Ah, ou, carrément. Ah ouais. Puis, tu sais, développer une bière, tu sais, peu importe, il y a comme un... Ah, oh, Ben, ok, il y a c'est un entrepreneur ici. Il y a un marketing, tu sais, à travers ça, parce Ben que ouais. veut pas, ça existait, puis je veux dire, c'était des criminels de l'époque. Puis tu sais, le clergé, les autres, ça faisait pas leur affaire, là. Le prêtre là-bas, à Rivière-Bleue, ça faisait vraiment pas son affaire, sauf que lui, il avait une façon de faire, Alfred, pour se faire accepter. C'est qu'il donnait de l'argent, bon, on fait réparer l'église, il donnait de l'argent, tu sais, à tous les... Mettons, il y avait, je sais pas moi, une fête, il donnait de l'argent. Fait qu'il réussissait, lui, à aller chercher quand même les gens de la place, ça passait bien. Acheter le silence. Il achetait le silence. Puis honnêtement, omerta, c'est le mot qui me vient en tête quand je pense aux gens de Rivière-Bleue. Même encore aujourd'hui, ceux qui sont vivants, on peur d'en parler. De Fred Lévesque, ouais. Parce que ça a tellement été longtemps la loi du silence, où ce que probablement que lui, là, il devait payer tout son monde, puis il parlait pas un mot. Puis même si on est en 2000, on a tourné, nous autres, je sais pas, 2019, on sentait que... Parce que là, nous autres, on cherchait un fameux tunnel qu'il aurait utilisé sous son bâtiment, qui menait directement à la gare, puis qui aurait pu, genre, faire des chargements incognito dans un train. Puis... Finalement, il l'avait pas trouvé. Ben, on a trouvé une porte, puis la porte... ça se peut qu'il y ait un tunnel en arrière de la porte. Mais là, on n'a pas pu, c'est cimenté, puis tout ça. Mais il faudrait pousser les recherches plus loin. Ouais. Mais il y a de quoi à faire avec ça, parce que c'est pas le seul, mais lui, c'était vraiment une grosse tête au Québec. Puis il était dans le Témiscouata, puis il faisait son affaire, un gros monsieur. Alfred Lévesque, non, c'est quelqu'un. Fait que la contrebande au Québec, c'est un sujet qui me fascine aussi. Là. Est-ce qu'il pourrait avoir une prochaine saison de Chasseurs d'épaves? Chasseurs d'épaves, on a fait 3 saisons. Sans dire qu'on a fait le tour, le concept, je pense qu'il avait été quand même assez... je pense qu'on a tiré le jus qu'on avait. T'es-tu revenu avec autre chose à la télé? Oui, c'est ça. J'ai Les Sombres Secrets du Saint-Laurent, j'ai eu ça. J'ai eu mes 2 documentaires sur l'Empress. Puis je tourne aussi la série Secrets des profondeurs. OK. On se promène à travers le Canada avec Mario C, qui est un des caméramans de sous-marins les plus connus au monde, qui demeure aux îles de la Madeleine. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un gars qui avait marqué dans les commentaires, puis je l'ai masqué, là. Mais il disait non, c'est pas un plongeur, c'est Mario Cyr, le vrai, tu sais. Puis moi, je pensais que c'était un petit clin qui essayait de faire son con, fait que je l'ai masqué. Mais finalement, c'était un gag, puis là, je catch pourquoi il disait ça. Ben, il disait que, tu sais, parce que c'est ça, mais tu sais, les gens, ils savent pas tout le travail qu'il y a en arrière. Puis, tu sais, mais je l'ai vu le commentaire. Okay. Ça me fait très. C'était-tu un gag ou c'est une insulte? Ah, c'est une insulte. Ah, ok, bon, ben, j'ai bien fait de le masquer. Non, c'est vraiment une insulte, mais tu sais, je comprends son point. C'est juste qu'il sait pas que c'est moi qui est l'idéateur de la série, co-scénariste, co-réalisateur, peu importe. C'est correct, là. Tu sais, Mario, lui, arrive, puis il fait son travail, qu'il a à faire son travail. Il est super connu, puis tout ça. Puis c'est juste que. Certaines personnes pensent que je suis juste l'animateur. Minimiser ton travail, là, tabarnak. Non, lui il a dit c'est juste un recherchiste, c'est correct, mais... Ouais. Mais c'est ça, je dis, il faut pas minimiser ton travail, là, justement. Non, mais non, c'est sûr. Est aussi essentiel que l'autre. Ben oui, tout à fait, là. T'sais. OK. Ben, fait que tu travailles sur ce projet-là en ce moment? Secret des profondeurs, on a fait une saison, on va finir de tourner la saison 2 au printemps. OK. Puis on a déjà une saison 3 de signer, fait qu'on tourne à travers le Canada. Ça, c'est vraiment le fun. Ah, très cool. Ouais. Ben, man, un gros merci, mon Samuel. Hey, c'était vraiment le fun, mon gars. Si le monde veut te suivre, je sais que tu as ta page Facebook, Samuel Côté, historien maritime. Puis sinon, y a-tu d'autres choses que tu aimerais plugger? Il y a mon site internet, le cimetière du Saint-Laurent.com. C'est un site qui est là depuis longtemps, mais qui est quand même... tu sais, les gens vont le visiter parce que c'est le fun. On a accès au fond marin. C'est vraiment cool. Documentaire qui sort ce vendredi. Fait que 21 janvier. Fait que quand ça va passer, ça va sûrement déjà être disponible. Mais hey, un énorme merci pour vrai, mon gars. Thank you à notre spectateur aussi qui était là. Fait que, merci tout le monde. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.